La semaine vous a paru longue, très longue, presque trop longue. Tout ça est maintenant chose du passé. Au cours des prochaines heures, installez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré et permettez-vous du rêve ou de préparer votre prochaine escapade. Laissez Guy Martin vous amener sous le signe de Simplement plein air. Des chroniques, des interviews passionnantes par des gens passionnés qui vous amèneront loin du quotidien. Voici votre hôte, Guy Martin. J'aime regarder les gens réussir, peu importe leur passion. Si vous chassez, j'espère que vous prenez l'animal que vous aimez avec ce que vous aimez chasser, qu'il s'agisse d'un arc, d'un fusil ou d'une carabine. Si vous pêchez, j'espère que vous attrapez le plus gros poisson sur la rivière avec une mouche ou avec un verre. Peu importe votre activité plein air, c'est formidable de voir les gens réussir. Ça me rend heureux. C'est pourquoi nous travaillons si fort chez Simplement plein air. Simplement plein air, c'est pour les amants de plein air. Assoyez-vous confortablement à la Simplement plein air et bonne émission. Simplement plein air. Bonjour et bienvenue chez Simplement plein air, votre émission plein air hebdomadaire. Mon nom est Guy Martin, votre animateur, et je suis en compagnie de monsieur Yves C. Salut Yves. Bonjour Guy, bonjour à vous à la maison. Également Guy, c'est une grande journée là, pour nous. Oui, absolument. On avait les gens de Radio Infocité du côté de Montréal, mais aujourd'hui, en fin de semaine, écoute, on a les gens de CILE du côté de Havre-Saint-Pierre, on a les gens de CHIP, ça c'est de l'autre côté de la province, du côté du Pontiac, Fort-Coulonge, ouais. Et je dis également un beau bonjour aux gens qui nous écoutent du côté nord-est ontarien sur les ondes de CINN 91.1, donc bonjour à vous et merci d'avoir choisi la zone Simplement plein air. Oui, puis on n'oublie pas nos gens de Rouyn-Noranda. Les gens de CHUNFM 88.3, exactement. Donc, oui. La famille s'agrossit et ça, oui. C'est ce qu'on peut vous dire parce que la semaine prochaine, il va y avoir encore des surprises. Encore des surprises, oui, effectivement. Donc, la famille s'agrandit et moi, j'aimerais rappeler aux gens qui nous écoutent que naturellement, on est disponible aussi en format vlog. Ben oui, exactement. Oui. Pour ce faire, les gens peuvent aller sur le www.simplementpleinair-outdoors.ca. Guy, on est aussi en balado-diffusion. Absolument. Puis on est disponible sur YouTube, sur YouTube, mais en balado-diffusion, on est sur iTunes aussi. Exactement. On est sur Balado Québec et on est sur Google Music. Donc, vous faites une simple recherche sur iTunes ou encore plus simple que ça. Vous allez au www.simplementpleinair-simply outdoors et voilà, vous allez sous l'onglet Balado Diffusion. Si vous voulez voir nos partenaires aussi, hein, les gens qui s'ajoutent à toutes les semaines. Écoute, il y en a justement qui arrivent, c'est ça, c'est que ce qui est plaisant, c'est que là, on voit que les heures qu'on met dans la production de cette émission-là, premièrement, on a un fun fou à les faire, et deux, vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous suivre, donc qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Oui, les sujets qu'on va leur apporter aujourd'hui, dans les semaines à venir, je pense que là, on va toucher des cordes sensibles. Oui, puis parle-nous-en donc des entrevues première, deuxième, troisième heure, Yves. C'est intéressant parce que, vois-tu, dans la première heure, la première entrevue de Simplement plein air, on va recevoir M. François Rivard. Qui est M. François Rivard? C'est le grand patron de Arrivac. Qu'est-ce que c'est Arrivac? Tout simplement vous dire que ça peut vous sauver la vie. Oui, c'est un service qu'on devrait connaître. On devrait connaître ça, donc soyez là dans la première heure. La deuxième heure, on va parler maintenant avec M. Reynald Hawkins. La sécurité nautique, c'est 12 mois par année. Oui, et absolument. Des fois, là, c'est pas grand-chose et on pourrait sauver une vie.
Dans la troisième, ben, on va retrouver notre bon ami maintenant, M. Alain Cossette, directeur général de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, qui va nous parler d'une application, mon cher Guy, que je pense que tu as déjà essayé. Oui, monsieur. Si on parle zone chasse, je vous dirais que c'est devenu chez moi, en tout cas, là, un incontournable, parce que du bout du doigt, hein, tu peux arriver, tu connais ta saison, tu connais tes prix, tu connais tes... C'est vraiment fantastique. Là. Moi, j'ai découvert ça quand, justement, vous étiez en entrevue toutes les deux, parce que je fais un peu de travail, si on veut, sur la console. Et puis, j'ai découvert ça. J'ai téléchargé l'application. J'ai adoré. J'adore. Je m'en sers à tous les jours. J'ai même mis quelques photos, parce qu'on peut mettre des photos aussi de nos chasses, de nos trophées, et puis j'ai mis j'ai été déposer la photo de Nancy, son ours au printemps. Donc oui, moi je vous dirais, là, c'est un incontournable zone de chasse. Mais je pense que ce qui fait en sorte que Simplement Plein Air, on s'en vient justement des incontournables. Et je pense que les gars, les filles qui nous regardent chaque semaine, puis on vous dit un gros merci, là, je pense que les gens ont remarqué là, que c'est la bonne humeur qu'on met. Autant dans les entrevues que tu peux le mettre aussi pendant les chroniques. Donc ça, je pense que c'est contagieux. Il paraît qu'on a un rire contagieux. Je ne sais absolument pas pourquoi. Je sais pas, hein, c'est aucune idée. Là, on va partir ça, on va changer le titre de... Non. On va s'appeler L'homme chauve et chauve. Chauve et souris. Laurel et Hardy ici, mais... Ben, faites-nous vos suggestions, tiens. info@simplementpleinair-simplyoutdoors.ca. Mais Guy, là, on ne laissera pas la chance aux gens, par exemple, parce qu'on va les convier tout de suite à passer une autre belle édition de Simplement. Oui, absolument. Puis tu sais qu'on a une nouvelle édition cette semaine. Écoutez, c'est tout nouveau, M. Pascal Auger. Oui. Vous avez entendu dans les émissions avant un petit teaser, si on veut, de Pascal. C'est fait. C'est fait. Pascal est avec nous à compter d'aujourd'hui. On parle de marche. On parle de... Oui, ça s'intitule Québec-Compostelle. Mais sachez que Pascal est un passionné. Oui, absolument. Et Pascal va nous apprendre toutes sortes de choses. Parce que la marche, ça a l'air bien simple, là. Mais pour ceux qui font de la marche de longue distance, vous savez aussi que quand on est mal outillé, ça va pas bien. Ça s'appelle des éraflures, ça s'appelle des ampoules. Oui. Donc, Pascal Auger qui, justement, va démystifier ça et qui va nous apprendre aussi comme message que, attention, des fois, mieux vaut investir un petit peu plus, je dis pas à tour de bras, mais un petit peu plus dans certains équipements, et Pascal va vous conseiller justement là-dessus. Oui, pour d'autres, ben, on peut un petit peu en laisser, là. On peut en laisser. Et ça, ben, ça va venir regrouper quelques entrevues qu'on va avoir justement au cours de l'automne. Notamment avec, on attend la confirmation d'un spécialiste au niveau médication, parce qu'on devrait avoir aussi avec nous, là, très prochainement, le spécialiste des pilules, c'est-à-dire un pharmacien. Oui. C'est le médecin qui nous les prescrit, mais c'est le pharmacien qui se rend compte s'il y a des interactions. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, comment les utiliser, comment ne pas les utiliser, et des fois, à la limite, est-ce qu'on devrait s'abstenir d'une période de chasse? Des fois, ça peut se rendre là, parce que ça peut se rendre là, ça peut se rendre là. Donc, c'est votre santé, votre sécurité, et celle de vos partenaires aussi de randonnée et partenaires de chasse ou de pêche. Donc, il n'y a vraiment pas de négociation là-dessus. Quand ça vous arrive, prenez vos médications. On vous préfère comme ça que comme ça. Oui, et au niveau des chroniques, ça va être intéressant aussi. Madame Nancy Proulx-Martin, ma conjointe, disons-le, elle continue sur sa lancée quand on parle nutrition, quand on parle alimentation, quand on est au camp de chasse ou quand on fait de la grande randonnée. Vous allez voir, on a fait une intervention ensemble et on parle de l'importance qu'a la nutrition et l'alimentation quand on est à l'extérieur comme ça. On va parler aussi avec M. François Blouin. Naturellement, François, c'est Simplement Lac Ontario. On va discuter avec lui. On a nos intervenants réguliers, Mme Martine Chavillier, taxidermie. Écoutez, on parle avec Luc Hervé Blouin aussi, pêche à la mouche.
Monsieur Serge-Alexandre de Mergiroux, qui nous fait, lui, il me fait rêver Le gars toutes des les hauteurs. semaines. Le gars des hauteurs. Puis ce coup ici, là, manquez pas ça. Parce que moi, quand j'ai vu les photos, là, j'en ai eu haut le cœur. Ah, j'avais le vertige. Juste à regarder les photos qu'on Mais avait. tu vois, lui, il est à l'aise là-dedans, tandis que nous autres, je suis pas certain. Oui, non, moi, c'est pas sûr. On a aussi Mme Véronique Lévesque, Mme Nature, qu'on se plaît ici à l'interpeller. On l'agace avec ça. Naturellement, c'est de la maison Buckhunter. Et M. Félix Goulet, l'incontournable Félix, qui lui nous prépare à la saison, qu'on le veuille ou pas, de pêche blanche. Ça s'en vient, hein? Comment se préparer et tout. Et vous allez voir que Félix, naturellement, qui est intervenant chez Aventure Chasse et Pêche, nos amis d'Aventure Chasse et Pêche, salut M. Lapointe en passant. Denis, un gros bonjour. Et puis nous, ben, naturellement, sur ça, c'est toujours au niveau radiophonique agrémenté de musique. Balado-diffusion, c'est l'émission que vous pouvez avoir si vous la manquez. Donc, si vous manquez l'émission radio, sachez qu'elle est disponible en balado. En balado-diffusion, et tout ce que vous avez à faire, justement, c'est venir sur le www.simplementpleinair-simplyoutdoors.ca. Vous arrivez directement sur un très beau site. Je vous le dis tout de suite, vous allez adorer notre site qui est constamment mis à jour. Oui, alors, installez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré et laissez-vous bercer pour les prochaines heures en compagnie de Guy Martin à Simplement Plein Air. Et moi, je vous dis, bonne émission. Cette portion de l'émission vous est présentée par Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buckhunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Bonjour et bienvenue chez Simplement Plein Air. Et une chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps, c'est que moi et Nancy, anciennement, on avait des discussions, c'est Simplement Plein Air. On jasait ensemble, on parlait nutrition, on parlait d'alimentation. Oui. Et puis là, voilà qu'aujourd'hui, on a décidé, pourquoi pas le refaire, parce qu'on avait vraiment des belles discussions. Hein? Oui, puis surtout que ça reste dans la même thématique des dernières semaines que j'ai fait pour se nourrir en forêt. Oui, absolument. Et puis, on voit, vous avez vu, pour ceux qui ont manqué, vous pouvez toujours reculer trois épisodes en arrière. Et puis, aller voir la série que Nancy nous a fait sur l'alimentation en forêt. Naturellement, c'est ce qu'on parle. Mais aussi, ce qu'on voudrait un peu apporter, c'est un peu, hein, Nancy, les blocs qu'on voit, là, les gens se disent, ah, en forêt, écoute, la première image qu'on a, c'est, on parle de chasseurs, là, c'est, ah, l'image, ah oui, vous allez aller à la chasse, ça va être une beuverie, ça va être... Oui, puis il y en a beaucoup qui partent à la chasse puis qui emmènent une caisse de 24. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, les beuveries. Ouais. Puis des fois, c'est pas juste une, c'est beaucoup. Ouais. Donc, on s'alimente mal. Aujourd'hui, ce qu'on veut discuter, c'est bien s'alimenter en forêt, ou peu importe là, nonobstant la chasse, que ce soit la chasse, une excursion d'une journée en forêt, c'est sûr que quand on part dans un camp pour passer une semaine, c'est un peu plus complexe. Là, il y a beaucoup de gens qui vont s'amener, puis ça, on le voit, là, des pâtes, et faire changement du steak. Alors, et puis, les œufs à profusion, naturellement, on mange 3-4 œufs le matin. Je pense que tout ça, là, il faut que ça change. Il faudrait que ça change. Ça a déjà commencé à changer chez les marcheurs, les gens là, qui font des 2-3 jours, les chasseurs aussi qui vont en montagne, les gars qui partent avec un bac-sac, et puis leur tente sur le dos, et puis qui couchent en s'en allant. Ça change beaucoup en Nancy, c'est que le fait est que les gens préparent, hein, oui. Tout est dans la préparation, comme exactement. Tu l'as dit. Hein. Oui, il faut se préparer. On prépare une chasse, on prépare les salines, on prépare toute notre chasse à l'orignal, mais on s'oublie. Oui.
On oublie le chasseur. Le chasseur aussi, il a besoin de boire. C'est surtout l'hydratation. Il faut s'emmener beaucoup d'eau. Il faut s'emmener de la nourriture. Il faut bien s'habiller aussi parce qu'on ne sait pas. On connaît pas les On connaît pas l'état. Mais si on demeure dans la bouffe, l'eau, oui, est importante, oui. Mais on sait qu'aujourd'hui, on est équipé avec des bons filtres. Écoutez, il y a même au Péralé, il y a les petites pilules, puis on jette ça là-dedans, ça purifie notre eau. Oui. Parce qu'on sait que l'eau, 1 litre d'eau, ça pèse 3 livres. C'est 2 quelques kilos, pratiquement 2 kilos. Là. On amène notre petite tasse, puis on met notre petite pilule dedans, puis ça purifie l'eau. Puis oui, on a de l'eau, on peut avoir les filtres aussi, les catadines qu'on appelle là, et tout ça. Ça l'aide, ça va aider pour ne pas avoir à traîner si on part en grande excursion. Oui, mais si on est en camp de base. Oui, mais c'est quand tu es parti pour la journée, tu as pris ton déjeuner. Là, tu n'amènes presque rien. Tu amènes ton arme ou tu amènes ton bâton de marche et tu pars en randonnée. Tout dépend de l'activité que vous faites. Oui. Et il faut s'hydrater, puis il faut aussi manger durant la journée. Mm-hmm. Puis, contrairement à ce que les gens peuvent penser, une marche, oui, on va dépenser de l'énergie. Une chasse où on chasse en montagne, comme ça se fait de plus en plus, où on va au chef de montagne ou à l'orignal dans les rocheuses, des choses comme ça, oui, on va dépenser de l'énergie, mais on ne dépense pas de l'énergie si on est assis dans notre cache. Et puis là, on le voit souvent, hein? Les gens vont le matin, ils vont se lever, ils n'ont pas le goût de déjeuner parce qu'ils ont pris une brosse la veille. Ils ont pris un coup, là. Oui, ils sont maganés. Ils sont maganés, fait que là, le midi arrive, là, ça file pas trop, ou ils vont rester dans leur cache, et puis ils vont boire de l'eau, ils vont tomber endormis, ils vont se réveiller sur l'heure du midi, ils n'ont pas trop faim non plus. Ils arrivent le soir, là, ils ont faim, là, ça se boit. Là, les pâtes alimentaires, les patates, le steak, la grosse affaire, là, on se couche là-dessus. Mais on n'a pas dépensé d'énergie de la journée. On vient ballonner, on n'est pas bien, on n'est pas confortable, puis ça dort pas bien. Ouais. Puis on se lève le lendemain matin, puis c'est encore la même chose. C'est la routine qui repart. Oui, c'est ça. Puis là, naturellement, on n'a pas pris un coup la veille parce qu'on était tout hangover. Ça fait que là, on se relève le lendemain matin, c'est 3-4 œufs, bacon, la ballonnée, le gros déjeuner. Au lieu de manger un déjeuner qui est équilibré, on va se surcharger, on s'en va se rasseoir dans notre cache. Puis le fameux mythe de la personne qui va dire « Ah, écoutez, le plein air, moi je rentre le soir, je suis fatigué, mais j'ai rien fait, j'ai pas bougé. » Vous êtes fatigué, mais vous n'avez pas dépensé d'énergie. Zéro énergie, vous avez ingurgité des fois 10 fois les calories que vous auriez dû pendant la journée. C'est là que c'est pas bon. Hein? On le voit beaucoup. Et puis ça raccourcit nos jours aussi. Hein? Oui, absolument. Mais ça donne pas non plus une belle qualité de chasse. Parce qu'on est magané. Ah, ben là, je n'irai pas un matin, je file pas. Puis t'as manqué ta chasse. Bien souvent, oui. Puis ce qu'on voit aussi, on s'adresse aussi là, aux personnes qui font beaucoup de marches. Ces gens-là, on devrait, les chasseurs, là, devraient regarder ces gens-là plus. Parce que ces gens-là ont une meilleure, je ne dis pas qu'ils sont mieux, mais ils ont une meilleure alimentation parce qu'ils veulent transporter de quoi de léger, de nourrissant, ils vont dépenser beaucoup d'énergie. La grosse erreur que ces gens-là font, et puis ça, j'ai rien contre ça, là, mais ils vont acheter des repas déshydratés, avec un taux de sodium hyper élevé. Mais ça, toi, tu as un bon truc pour ça. Oui. En fait, c'est de le faire soi-même. C'est ça? Oui. Faites-le, vos repas, là, il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire. Le bœuf stroganoff, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Oui. Tous les repas, hein, ça se fait. Même vous pouvez faire votre chunky vous-même, si vous voulez l'apporter. Du jerky, ça, oui, absolument. Ah oui, non, c'est sûr et certain, parce que là, tu as moins de sodium, tu as moins de sel. Puis si on allonge, si on prend soin du corps,
au lieu d'arrêter de chasser à 65, 66, 67 ans parce qu'on ne peut plus, ou arrêter de faire des activités, de la marche, du trekking, de la pêche, des excursions de pêche à 65, 66 ans, vous allez arrêter à 75 ans. Oui. C'est un peu ça. Hein? Le secret, c'est se garder toujours en mouvement, puis faire de l'exercice à tous les jours, puis bien s'alimenter. Surtout bien s'alimenter. Dans ton cas, toi, moi, j'en suis une preuve, là, parce que Nancy fait attention à ce que je mange, à ce que je fais. Donc, ma santé est beaucoup meilleure depuis ce temps-là. Là, il manque juste la portion exercice qu'il va falloir que je sorte d'ici. D'ici à un moment donné. Oui, c'est ça. Là, on va le faire bientôt. Oui. La chasse commence. Nous, on est adeptes de chasse, mais on fait de la marche aussi. On adore la marche. On va à la cueillette de champignons. Monsieur Lagrière, faites-vous-en pas. On va vous la laisser. Oui, absolument. Et puis, Nancy, en terminant, 15-20 secondes, oui. Comment on fait pour te rejoindre? Il y a la page de Simplement Plein Air sur Facebook. Puis vous pouvez me laisser un message. Ou soit par courriel à bouffe@commercial-simplemapleinair-simplyoutdoors.ca. Et voilà. Oui. Puis regardez dans le bas de l'écran, ça va être c'est ça, oui. Et puis, la semaine prochaine, on va continuer dans la même thématique. Puis, je vais vous parler comment déshydrater sa nourriture. Oui, absolument. Ça, c'est très important parce que, encore là, on ne le fait pas nécessairement de la bonne façon. Oui. Merci beaucoup, Nancy. Ça me fait plaisir. Belle semaine. Et moi, je veux que tu quittes en disant ce que tu dis toujours dans tes émissions. Alors, c'est tout pour cette émission. C'est tout pour cette semaine. Alors, je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Groovy Yurts. Pour des installations allant de 2,5 à 6 mètres et plus, rejoignez Carmen au 289-241-4475 ou au www.yurt.ca. Et nous sommes de retour en studio, cette fois avec notre ami François Blouin, capitaine, propriétaire et guide de l'Alaska sur le lac Ontario. Salut François. Salut Guy, ça va bien? Oui, absolument. Écoute, dans les 2 dernières semaines, on a parlé de stratégie de fin de saison sur le lac Ontario, comment ramener son poisson au bateau sans toujours l'échapper. Et puis une fois que tout ça est fait, naturellement, on a notre saumon, on fait nos filets de saumon, mais les conserver. On voit tellement de poissons qui se gaspillent, de viande qui se gaspille, de viande sauvage naturellement, à cause d'une mauvaise méthode de conservation. Et tu veux mettre un peu de lumière là-dessus aujourd'hui. Oui, c'est sûr qu'en voyant les clients tous les jours, c'est sûr que moi sur le bateau au départ, je fais les filets. C'est bien évident que idéalement, ça serait de conserver le saumon le plus entier possible, que la chair soit le moins exposée. Mais les gens ils apprécient beaucoup que les filets soient déjà faits au lieu que les autres arrivent à la maison puis faire ça. C'est un gros poisson de même, les gens ne sont pas habitués. Puis écoute, moi, un saumon de 20 livres, ça va me prendre 2-3 minutes à faire le filet là-dedans. Les 2 filets sont sortis, la carcasse est à l'eau, j'ai enlevé les petites arêtes des fois qui nous échappent, puis qu'on a enlevé, puis on enlève l'excédent de gras, puis il est rendu dans un ziploc. Fait que au départ, là, c'est comme je dis, l'idée, ça serait plus de transporter le plus entier possible, parce que l'intérieur de la cage thoracique, il y a une membrane, puis ça protège évidemment la chair, puis la peau va protéger la chair. Mais comme je disais, écoute, les gens ils aiment ça qu'on fasse les filets, puis c'est bien normal aussi, là.
Puis ça fait partie du service là, qu'on offre. Là. Par contre, je vois des fois des affaires que je tords un peu, puis là, sans baver les clients, sans être sec, là, je leur dis hey, non, faites pas ça de même, là, vous allez soit scraper le goût de votre viande ou vous allez avoir de la misère à les conserver, etc. Là. Fait que j'ai dit, je pense que ce serait bon de faire une petite parenthèse là-dessus, question de, je sais que j'ai déjà parlé un petit peu de comment conserver nos prix, ces choses-là. Il y en a d'autres qui en ont parlé, mais je pense que c'est toujours bon là, de revenir un peu là-dessus là, pour sensibiliser le monde, là, parce que... Oui, parce qu'on sait que l'éducation passe par se répéter, hein, parce que c'est ça, un enfant, il faut dire et redire, mais c'est une façon d'apprendre, c'est de toujours, comme on dit, retaper le clou, là, parce que les gens, on l'oublie, hein? On l'oublie. Oui, oui, absolument. Ben écoute, tu sais, c'est un peu ça. Puis moi, ben quand j'arrange mes filets, à moins qu'ils soient vraiment petits, les filets, que ce soit sur un petit poisson, quand ils sont plus gros, ce que je fais, ben écoute, tu sais, j'arrange mon filet, j'enlève ce qu'on a enlevé. Puis après, ben il reste toujours une rangée d'arêtes d'un salmonidé, là, plus sur le dos. Puis ça, je le montre aux gens. Ces arêtes-là sont comme à peu près à 40-45 degrés dans la chair du poisson. Fait que je donne juste un petit coup de couteau pour couper la chair, pour replier je vais replier peau sur peau. Fait que avec le temps, j'ai pogné ce truc-là parce que ça évite que si on met plus qu'un filet dans un sac, dans un gros sac refermable, là, un genre de Ziploc, ben ça évite qu'on se retrouve avec des écailles sur la chair, puis que là, c'est tannant à enlever ça après ça quand tu fais ça. Quand tu arrives chez vous, tu veux cuisiner, là, c'est bien tannant à enlever. Fait que là, je replie peau sur peau. Premièrement, fait que pour cette raison-là, c'est bien fun, ça évite d'avoir nettoyé la chair. Écoute, il y en a-tu pareil des écailles? C'est sûr qu'il y en a, il peut y en avoir une ou deux. Puis, fait que le premier move là, que je fais, c'est ça. Puis là, je le rentre dans le Ziploc. De cette façon-là. Au niveau, il n'y a pas de réglementation un petit peu comme au doré au Québec. Là. En Ontario, sur le saumon, on n'est pas obligé, exemple donné, de conserver tout ça, le filet entier avec la nageoire pectorale, ci pis ça, un petit peu comme pour faire l'exemple du doré au Québec. Par contre, la réglementation dit qu'il faut qu'il soit identifiable et quantifiable. Fait que si on commence à tout faire des petites portions de 3 pouces de long, là, la notion de quantifiable, là, elle vient de prendre le bord, puis ça risque de coûter des amendes. Fait que moi, j'essaye de faire ça simple. Si mes clients se font vérifier par les agents de la fonte, je garde tout le filet entier. Ben, pour qu'ils rentrent dans un Ziploc, je le replie en deux. Puis là, ben, on le met dans le Ziploc. Premier move à faire, ben évidemment, c'est d'enlever le plus d'air possible dans notre Ziploc. Parce qu'on le sait, l'air, ça sert d'isolant d'une maison. On met de la laine isolante, c'est pour empocher de l'air. Fait que si on laisse bien de l'air dans notre sac, ben même si on le met sur la glace, il refroidit moins vite. Là. Ça, c'est le premier move à faire. Enlever le plus d'air là-dedans, puis de bien s'assurer que notre Ziploc est bien fermé. Une fois dans notre cooler, là, j'en vois de toutes sortes, là. Il y en a qui ont voulu mettre les filets dans le fond puis on dit on va vider la glace par-dessus, mais tu sais, un Ziploc, il n'y a rien qui garantit que c'est étanche à 100%. Fait que tu sais, j'ai dit faites pas ça, là. J'ai dit la glace va fondre puis vos filets vont baigner dans l'eau, vous allez perdre toute votre saveur, là. C'est de noyer son filet dans l'eau, là. Fait que là, ça, c'est une des affaires. Et j'en ai vu d'autres que, écoute, il y avait à peu près pas de glace dans le cooler, puis ils ont bourré ça, ils ont bourré le filet, puis ils ont dit, ah non, on veut pas sortir telle affaire, ou on veut pas sortir la bière, l'enlever de la bière aux frettes, fait qu'on peut pas rajouter de glace, puis on met le saumon là, puis on bourre ça là. Faut que ce soit refroidi le plus rapidement possible. Fait que l'idée, c'est de faire un fond de glace. Puis là, ben, c'est de mettre je dirais, maximum deux ziplocs d'épaisseur, là. Parce qu'en haut de ça, là, les ziplocs sur le dessus, pour qu'ils soient froids, il faudrait mettre de la glace. Puis là, ben, on risque de noyer nos filets encore. Fait que, tu sais, c'est de trouver une espèce d'équilibre là-dedans, quitte à avoir un deuxième cooler, là, quand on a des journées bien prolifiques. Mais tu sais, souvent, les gens vont se ramener un cooler vide pour ramener leur prise. Puis il y a un deuxième cooler que les gens vont avoir ramener leur nourriture. Fait que là, je dis, ben, splittez votre nourriture, splittez vos filets dans vos deux coolers. C'est la meilleure chose. Puis lésinez pas, ça, il y a un sac de glace, ça coûte 3 piastres, là. Lésinez pas ça glace. Mettez 3 sacs de glace dans le fond de chaque cooler. Faut que ça reste froid. Ça peut se conserver 2-3 jours facilement, ça glace, là. Sans aucun problème, sans même avoir un risque. Mais faites-le parce que au prix que vous avez payé votre voyage,
vous avez vécu des belles émotions, etc. Ça serait plate d'arriver chez vous puis que le saumon ne goûte pas à moitié de ce qu'il devrait. Oui, non, effectivement. Puis ça, on le voit malheureusement, pas juste avec le poisson, mais aussi avec le gibier quand on le transporte et tout. Moi, je préconise c'est des fameux, comment est-ce qu'on appelle ça, là, des genres de sacs là, qui sont gelés, qu'on peut congeler, puis on les met entre. On des ice packs, je pense. Des ice packs, c'est ça. On en met dans le fond, on met notre saumon par-dessus, on remet d'autres ice packs. Il y en a là que c'est quand même assez gros. Mais en terminant, François, rapidement, tes informations où on peut te rejoindre pour avoir tes conseils ou pour avoir plus d'informations sur ce que tu fais, on le fait de quelle façon? Il y a via mon site internet, lepêchelacontario.ca. Il y a mon numéro de cellulaire, le 8195-783-700. Il y a ma page Facebook personnelle ou de guide, puis via le site ou la page Facebook de Simplement Plein Air. Super. Et nous, naturellement, on se rejoint la semaine prochaine. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Vous souhaitez le succès lors de votre prochaine excursion de chasse? Monsieur Bouffe innove. Cet automne, procurez-vous les leurres olfactifs et gustatifs Tire-Boc. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda au 819-797-2564. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Pour personnaliser les vêtements de votre entreprise ou vos vêtements, un seul endroit, Mignot Transfert. 63 Perrault-Est à Rouyn-Noranda au 819-797-3232 ou www.mignot-transfert.ca. Chez Mignot Transfert, votre image nous tient à cœur. Bonjour, mon nom est François Rivard, président du groupe Air-Evac, transport d'urgence aérien et héliporté. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous annoncer une nouvelle carte de membre, la carte de membre universelle. Notre carte de membre offre 4 services. Nous offrons le service d'assistance téléphonique d'urgence, nécessairement le transport d'urgence, le transfert interhospitalier et le raccompagnement d'urgence. Dans un cas d'interhospitalier, vous êtes en voyage, vous êtes à l'extérieur de votre zone résidentielle, vous êtes loin des centres spécialisés, Air-Evac va vous chercher au centre de santé à lequel que vous recevez les soins et nous allons vous transférer vers le centre de santé spécialisé. Bonjour, moi et ma conjointe sommes membres d'Air-Evac car nous demeurons loin des centres spécialisés. Nous avons un garçon de 10 mois et s'il était hospitalisé dans un état critique, pour sa survie, nous voudrions qu'il soit transféré rapidement vers un centre spécialisé pour enfants. Alors, la carte universelle d'Air-Evac comportant l'interhospitalier nous sécurise beaucoup. Notre équipe a comme mission de fournir des soins de qualité aux patients, tout en leur assurant un transport en toute sécurité vers le centre de santé le plus approprié. Chez Air-Evac, nous avons du personnel compétent, ayant le cœur le bien-être de ses patients. En plus, pour bien vous desservir, Air-Evac a accès à plusieurs hélicoptères et avions partout au Canada, avec la précieuse collaboration de nos partenaires et nos fournisseurs. J'ai fondé Air-Evac pour offrir une multitude de services aériens héliportés accessibles et à moindre coût. Pour venir en aide toujours aux familles qui vivent des épreuves difficiles partout au Canada. Car chez Air-Evac, vous êtes la personne la plus importante à nos yeux. Merci Air-Evac. De retour en entrevue simplement plein air, en compagnie de Monsieur François Rivard de Air-Evac. On se rappelle que Monsieur Rivard est pas arrivé là à la dernière minute concernant Air-Evac, qui est une compagnie pour vous raccompagner du médical, du aérien, du aéroporté. On parle aussi de raccompagnement d'urgence. Monsieur Rivard, tout d'abord, bonjour. Oui, bonjour. On a parlé dans la première entrevue que vous aviez quand même une grosse équipe. Là. On parle de plus d'une centaine de personnes. Vous avez 4 bases au Québec. Alors, si vous me parliez justement de la répartition de ces bases-là, où est-ce qu'elles se trouvent au Québec? Comment sont composées vos équipes médicales? Alors, c'est ça. Donc, on a du personnel paramédic, infirmier, inhalothérapeute, et puis infirmier auxiliaire même. Alors, ils sont répartis dans 4 bases stratégiques. Donc, on est à Alma,
à l'aéroport d'Alma, l'aéroport de Québec Saint-Hubert et puis à l'aéroport de Amos. Donc, nous, on utilise entre autres des partenaires opérateurs, c'est-à-dire qu'on utilise des opérateurs héliportés, des opérateurs aériens. Alors, on n'a pas nécessairement d'avions, d'hélicoptères dédiés nécessairement à nous. On n'opère pas, on n'a pas de pilote avec nous. On est en sous-traitance. Alors, c'est un peu comme que lorsque j'avais parti à la musique ambulance aérienne, nécessairement, on avait nécessairement des partenaires comme ça qui nous permet en même temps d'avoir plus de possibilités parce que, voyez-vous, juste avec en hélicoptère, là, si je cumule tous les opérateurs, là, j'ai accès à une 50aine d'hélicoptères au Québec et puis plus d'une 15aine d'avions là, au Québec. Donc, ça fait quand même beaucoup de disponibilité. Et puis, lorsqu'on reçoit une mission, ben, l'opérateur, notre partenaire, ben, lui arrive avec nécessairement avec l'appareil, avec une civière dedans. Et puis, nous, ben, on embarque avec nos équipements médicaux puis notre personnel médical qualifié. Parce que vous savez, c'est que faire de l'évacuation médicale, c'est pas juste dire, OK, ben je prends l'ambulancier dans le coin du coin de son ambulance, je l'embarque dans l'hélicoptère avec une infirmière, puis je m'en vais faire une mission. Là. Parce qu'il y a beaucoup d'effets physiologiques en vol. Et puis, des fois, on peut dire, ben écoute, je vais aider mon patient, j'ai un avion privé, je vais l'embarquer dans l'avion, puis je vais l'amener à l'hôpital. Mais s'il n'y a pas la formation, puis s'il n'y a pas les équipements qui vont avec ça, ben il pourrait détériorer l'état de santé de son patient, puis même à la limite, même le rachever. Là. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup, c'est assez complexe, une formation un programme de formation qui a un équivalent de 140 heures. Et puis on apprend toutes sortes de choses nécessairement avec les effets physiologiques. On prend juste un pneumothorax qui monte en altitude, ben lui, il va prendre l'expansion. Alors, on va l'aggraver tout simplement. Ben, c'est ce que j'étais pour dire. Là. Mais là, je vous écoutais. Bon, on est passé de 109 personnes, une grosse équipe, quand même 4 bases qui couvrent la totalité du Québec. C'est bien beau tout ça. Vous avez une 50aine d'hélicoptères, vous avez une 15aine d'avions. Ça prend toute une logistique. C'est juste entre vous et moi, là, le système de communication que ça prend pour ça, ça doit pas être évident. Ben, c'est certain que en forêt, hein, le réseau cellulaire ne fonctionne pas toujours bien, nécessairement parce qu'il n'y a pas d'antenne partout. Donc, il y a des gens qui ont accès ben, donc nous, entre autres, on a un partenariat, entre autres, avec le système de InReach, système de communication satellitaire, qui permet d'envoyer des textos satellitaires. Okay. Et puis, un de nos 4e services, justement, via notre centrale de coordination, c'est qu'on va faire le lien avec ce système de communication satellitaire-là, qui va se mettre en Bluetooth directement sur votre téléphone intelligent, et qu'on peut pas envoyer des textos. Alors, nous, on peut recevoir directement avec notre centrale ces textos satellitaires-là pour être capable non seulement d'affecter nos propres services, mais des fois, ça peut être quelqu'un qui dit « j'ai besoin de la police, puis je sais pas comment appeler, puis je sais pas c'est quoi le numéro par cœur de la police qui est dans la région. » Fait qu'il peut passer via notre numéro d'urgence, via un texto à notre centrale, et nous, on va tout simplement faire le relais avec la police, les pompiers, les ambulanciers, et notre service même. Voyez-vous, on a eu un cas justement avec une dame qui est avec ses enfants, et que sa chaîne à bois avait une génératrice sincèrement qui fonctionnait à l'intérieur, qui a explosé, puis que le feu a commencé à prendre en forêt. Puis donc, elle nous a contactés, puis nous, on a contacté les responsables de la SOPFEU pour justement s'occuper d'aller éteindre le feu qui commençait à se commencer dans la forêt. Là. Autrement dit, ce système de communication-là, on peut tous le rejoindre. Si on a besoin de vos services, si on a besoin de la compétence, on peut se fier aussi à ce service de communication-là qui vous permet par la suite de rejoindre tous vos collaborateurs, autrement dit, là. Oui, tout à fait. Et puis, ben, c'est certain qu'on a aussi des téléphones satellites aussi, hein, vous savez. Oui, ça prend ça. Le système de InReach, satellite, et puis aussi le système Spot aussi qu'on utilise nécessairement aussi là, pour nos activités de communication. Là. Autrement dit, vous êtes amanché pour veiller tard. Ben, autrement dit, on essaie de s'organiser pour pas se rendre avec un feu puis un petit voile puis ça fait des petits signaux de fumée là, parce que je pense qu'on est passé à cette époque-là. On a passé l'époque des signaux de fumée. Ben, je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui fait de Air-Evac, là, justement, vous êtes dans les tops. Là, c'est bien beau, mais si on veut justement faire appel à vos services, si on veut devenir le couvert, si on veut avoir la couverture de Air-Evac, on doit pas avoir un beau système de communication. Si on ne sait pas comment vous contacter, on va avoir toujours le même problème. Alors, de quelle façon on entre en contact avec vous, M. Rivard? Puis là, je pense que ça va être le temps pour les gens de prendre papier et crayon là, et puis noter ça. Bon, on a notre site internet qui est www.airivac.com. Donc, c'est A-I-R-R-I-V-A-C. Il y a 2 R dans airivac.com. Et puis, on a notre numéro sans frais aussi qui est le 1-855-748-2211. Et puis, juste pour vous dire que notre adhésion, elle est seulement à 125 $ par année.
et ça couvre toute personne résidant à la même adresse. Donc, c'est pas juste la personne seule, c'est pas juste le couple, pas juste la famille, c'est tout le monde qui habite à la même adresse sont couverts par nécessairement nos services. Et puis, pour ceux qui ont en leur possession une assurance groupe, une assurance collective, okay. L'adhésion est bonne 2 ans. Donc, c'est 125 $ pour 2 ans pour avoir nos services gratuits. Donc, si on récapitule, on parle du AIRIVAC, AIRRIVAC.com, et vous allez arriver sur le site. Vous allez voir une grosse hélicoptère, c'est une panorama. Ben, je ne sais pas si c'est le nom qu'on lui a donné, là, mais ça ressemble à une Jet Ranger. Est-ce que je me trompe là-dessus? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est un Bell 206. Un Bell 206. Ouais. Là, j'avais oublié ça, par exemple. Et le service à la clientèle, le numéro pour avoir de l'information, c'est le 1-855-748-2211. 1-855-748-2211. Écoutez, M. Rivard, je pense qu'on ne sera jamais assez prudent pour ce qui est de prévoir. On dit toujours mieux prévenir que guérir, mais c'est pas toujours évident. Donc, oui, vous avez un bon système de communication. Vous avez quand même une cinquantaine d'hélicoptères. Donc, vous êtes équipés. Vous avez aussi une quinzaine d'avions parce que oui, on pense souvent à l'avion gouvernemental qu'on surnomme encore aujourd'hui Valentine, mais Valentine n'existe plus. C'est l'avion du premier ministre. Mais en une demi-heure, si je me trompe pas, elle peut être transférée là, en avion ambulance. Donc, ça fait quand même passablement de gens avant de pouvoir avoir des services, alors que vous le faites quand même assez rapidement. Je vous remercie beaucoup, Monsieur François Rivard d'AIRIVAC, et renotez le numéro, renotez l'adresse là, à la maison, là, airivac.com, AIRRIVAC.com et 1-855-748-2211. François Rivard de AIRIVAC, ça fait des R ça à un moment donné. Merci beaucoup d'avoir été là et bougez pas, tout de suite après la pause, on va retrouver Guy Martin sur Simplement Plein Air. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Cet automne, question d'être bien équipé et de ne rien manquer pour la prochaine saison de Petit Gibier, le Gros Gibier ou la Sauvagine? Un seul endroit, Pro-Nature Rouyn-Noranda. 59 avenue principale Rouyn-Noranda au 819-797-2300. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Le pub Noranda. Venez essayer notre fameux hamburger l'Abitibien avec sa confiture de bacon maison, nos nombreuses créations de slush alcoolisé et notre terrasse ensoleillée de 11h jusqu'au coucher du soleil. 819-797-6000. À Simplement Plein Air, une autre belle entrevue. Je vous remercie d'avoir choisi justement Simplement Plein Air. Écoutez, j'ai au bout du fil un gars pour qui, on va le dire comme ça, ça marche. Il sait où il s'en va, il sait qu'est-ce qu'il fait. Je vous présente tout de suite Monsieur Pascal Auger de Québec-Compostelle. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Yves. Ça va bien? Ça marche. Et je pense que je me trompe pas quand on dit là, ça marche ton affaire. Ben écoute, ça fait partie un peu du concept de Québec-Compostelle. Dans ces deux mots, il y a le mot Compostelle. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est Compostelle, il y en a encore qui ne le savent pas. Il y a quelques jours, quelqu'un pensait que c'était du compostage quand je lui en ai parlé, mais Compostelle, c'est pas tout à fait ça. Compostelle, pour ceux qui ne sauraient pas quand même, c'est une belle aventure. C'est une randonnée pédestre en Europe qui peut commencer à différents endroits en Europe, mais un point d'ancrage pour bien des gens, c'est la frontière de la France et de l'Espagne, Saint-Jean-Pied-de-Port, et ça mène jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Et bien des gens vont se rendre aussi jusqu'au phare de Finistéré, faire une boucle finale. Donc, c'est une randonnée pédestre à peu près 900 km. Et là, j'entends autant de gens qui se disent, ben voyons donc, 900 km, c'est donc trippant. Puis il y en a d'autres qui disent, ben voyons donc, il est-tu fou? Marcher 900 km. Mais c'est ça, Compostelle en Europe. Il y a toute une explication en arrière de ça, là, évidemment, de 1200 ans. On pourrait peut-être rentrer dedans à un moment donné, mais ça ressemble à ça finalement. C'est une belle randonnée pédestre de plusieurs mois, évidemment. Plusieurs mois. Ça peut être tout dépendant d'où on part. Si on part d'Allemagne, parce qu'il y a des gens qui partent même d'Allemagne. Mais pour faire le bout que je viens de vous mentionner, là, c'est environ 40 jours de marche. Faut dire quand même que, Pascal, on va le dire aux gens, là, on a conclu, toi et moi, de se tutoyer avant parce qu'on a été quand même là, collègues, si tu veux, éloignés radiophoniques. Donc, on a dit, bon, on va y aller tout simplement pour un tu qui est poli. Toi, est-ce que tu as eu l'occasion de le faire, le fameux? Parce qu'on peut le dire, les gens, lorsqu'ils vont penser à Compostelle, vont penser à pèlerinage. Mais on pense surtout à l'activité physique alors qu'on y aille pour un pèlerinage ou qu'on y aille tout simplement pour l'activité physique.
d'un côté ou l'autre, c'est bon pour la santé. Merci tellement là, de préciser ça, parce qu'effectivement, écoute, je pourrais là en parler aux gens là pendant toute la journée. Là. Fait qu'on va essayer de se contenir en quelques minutes, mais moi, je suis un gars qui a travaillé beaucoup dans le domaine des communications. Voilà. Puis, il y a quelques années, j'ai eu le plaisir de faire une pause puis d'aller faire justement Compostelle. Et suite à ce voyage-là, je voulais voir comment est-ce que je pouvais encourager, sensibiliser les gens à faire, à goûter, à toucher à ça. Oui, il y a 1200 ans, Compostelle, c'était surtout un pèlerinage parce que bon, on voulait à cette époque-là aller se recueillir sur les restes de l'apôtre Saint-Jacques. Exact. Mais avec le temps, ça a presque disparu, Compostelle. Écoute, en 89, il y avait 5000 personnes qui faisaient Compostelle, alors que 1200 ans, il était 1 million, imagine. Mais là, ça reprend de la popularité, de la vigueur. Puis là, on peut le faire pour toutes sortes de raisons. Si on veut le faire pour des raisons religieuses, de pèlerinage, de spiritualité, c'est correct, c'est son affaire. Mais en gros, c'est une randonnée pédestre. On peut le faire pour des raisons très personnelles parce qu'on veut voyager autrement, visiter autrement, être touriste autrement, parce que là, on est dans le nord de l'Espagne essentiellement. Marcher, là, visiter à 5 km/h, là, c'est tellement différent que de rouler sur l'autoroute à 110, 120. On voit, on goûte, on respire les choses différemment. Puis là, je pars pas sur une espèce de trip là, de granola et tout. Non, c'est juste de vivre la vie un peu différemment. Et ça, ben, c'est vraiment... Puis quand je dis on vit, on goûte, c'est parce qu'on voit des choses, on partage avec des gens qui viennent de partout à travers le monde, mais surtout des Espagnols. On goûte à de la nourriture qui est un peu différente également. Fait que c'est tellement un beau trip, là, qui pour certains, je le disais, peut être religieux, mais c'est tellement un trip également touristique et d'accomplissement pour soi-même. Entièrement d'accord avec toi, mon cher Pascal, mais là, il y a un parallèle qu'on peut vraiment dresser, là, une ligne qu'on peut dresser, là, lorsque tu dis 3, 4, 5 km à l'heure, on peut marcher pendant des heures. Et moi, ce que j'y vois aussi dans le cas du plein air, c'est que lorsque tu pratiques une expédition de chasse, lorsque tu te rends à la pêche, lorsque tu vas marcher en forêt, lorsque tu fais du ski nordique, lorsque tu fais de la raquette, et là, on pourrait en dire beaucoup, ben, tu prends le temps d'être en communication avec ton environnement, avec ce qui se passe autour, et justement, tu savoures, tu goûtes, tu respires l'air de là, et là-dessus, ben oui, la marche, comme tu dis, c'est excellent. Prenons-le comme une marche de santé si on est un petit peu indisposé là, avec le côté socio-religieux de la chose, mais la marche comme telle, et au cours des prochaines entrevues, on va pouvoir aussi élaborer là-dessus. Du moins, je pense que tu as déjà une petite idée derrière la tête. Ouais, ben effectivement, parce que dans le fond, tout ce que tu viens de mentionner, c'est vrai. Toutes les activités que tu viens de mentionner, généralement, il y a une forme de marche qui se fait là-dedans. Fait qu'imagine tout ce que tu viens de mentionner, mais étiré sur 40, des fois 50 ou 60 jours. On connecte encore plus parce que la majorité des activités que tu viens de parler, ça se passe sur une journée, des fois sur une fin de semaine, des fois sur une semaine également, peut-être pour la chasse, etc. Mais imagine ça là, sur presque 2 mois. Je veux dire, après une semaine, là, on commence à se connecter davantage, puis surtout son corps là a fait, parce que bon, faut le dire les vraies choses là, surtout si on est moins habitué physiquement, la première journée est tough là, d'avoir marché un 20-25 km, et après une semaine, son corps prend l'habitude, notre esprit prend l'habitude, puis effectivement, on se connecte avec notre environnement, on se reconnecte un peu plus avec les vraies affaires. Puis oui, c'est un peu de ça qu'on va parler pendant les prochaines semaines. Ça me fait plaisir de joindre votre équipe chez vous là, puis de parler de choses qui ont un lien directement. On va parler, oui, un peu plus d'histoire, d'où ça vient d'où. On va parler d'équipement, on va parler de vêtements. Parce que, tu sais, il y a des choses, oui, ça prend un certain équipement, certains vêtements pour faire... Mais en même temps, là, écoute, là, c'est simple. On parle de marché, là, OK? Fait que revenons à la base. Il y a des endroits, des fois, qui vont nous faire peur, que ça nous prend de l'équipement qui va nous coûter des milliers de dollars. Mais revenons à la base. Moi, quand je fais mes formations avec les gens, je leur dis, écoutez, vous avez le choix d'avoir cet équipement de base, là, qui va faire l'affaire. Ou si vous voulez, dans le haut de gamme, je vais vous aider à faire le haut de gamme. Moi, là, je suis un service indépendant. Je suis relié à aucune boutique. Donc, je vais jamais inciter les gens à prendre le truc qui coûte plus cher. S'ils veulent l'avoir pour des raisons X, Y, Z, c'est beau. Parce qu'évidemment, plus ça coûte cher, des fois, mieux la qualité des trucs. Mais c'est ça qu'on va découvrir dans les prochaines semaines. On va aussi découvrir des sentiers, des chemins dans notre environnement où on peut faire
pas juste pour une journée, pas juste en montagne, mais des fois sur une semaine. Et de plus en plus même, il y a un beau grand chemin avec la communauté de marche au Québec. Je sais qu'on est diffusé un peu partout à travers le pays, là, mais quand même, peut-être que ça va se faire aussi à travers le pays. La communauté de marcheurs au Québec aimerait beaucoup avoir son Compostelle, à peu près un autre 900 km qui partirait genre de Montréal et qui se rendrait aussi à un autre phare, le phare à Cap-Gaspé en Gaspésie. Je fais le petit lien parce que à Compostelle, on termine au phare de Finistéré. Finistéré veut dire fin de la Terre, parce qu'à l'époque, évidemment, c'était le fin de la Terre. Et au Québec, ben, le phare de Cap-Gaspé, Gaspé veut dire bout du monde. Donc, il y a plein de beaux parallèles comme ça. Oui, exactement. On va se parler donc dans les prochaines semaines. Eh ben, justement, Pascal, en conclusion, ben, on l'a vendu le punch maintenant. Dès bientôt, tu vas devenir un membre de l'équipe. Tu vas être chroniqueur pendant l'émission Simplement Plein Air. Ça me fait énormément plaisir de le dire aux gens. Donc, maintenant, vous comprenez pourquoi on se tutoie, moi et Pascal, depuis tout à l'heure. Alors, ça va commencer très, très bientôt. Et puis, je vous invite justement à suivre Pascal. Pascal qui va se charger également de vous donner ses coordonnées, comment le rejoindre. Là-dessus, ben, ça a été énormément plaisant, mon cher Pascal, de parler avec toi. Et puis, ben, moi, je dis à la semaine prochaine parce que vous allez pouvoir en entendre encore plus. On va retourner à Guy Martin à Simplement Plein Air tout de suite après ceci. Cette portion de l'émission vous est présentée par Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Cette portion de l'émission vous est présentée par pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Et nous voici de retour en studio. Cette fois, on discute avec Mme Martine Chavigny. Salut Martine. Salut. Et oui, vous l'avez bien deviné, on va parler taxidermie cette fois. La semaine dernière, on a discuté préparation chasse. Mais là, on va discuter d'un sujet très particulier, la préparation d'une peau, pas d'une peau, mais d'une tête d'ours. Hein? C'est ça, Martine? Ouais, ben en fait, le client m'a amené un ours pour faire un tapis. Fait que moi, il est déjà plumé en gros. Ce qui reste à plumer, c'est la tête. Là, on voit les détails. Là, je vais montrer des trucs comme pour les oreilles, pour savoir quand on coupe à la bonne place. T'sais, moi, quand j'ai fait mon cours, ce qu'il me disait, pour, mettons, les oreilles, il faut qu'on voie un trou à peu près de la grosseur d'un doigt. Dans ce temps-là, on sait qu'on a gardé assez long du canal de l'oreille. Fait qu'on n'a pas brisé le dedans de l'oreille, tu sais. Oui, c'est ça, parce que c'est assez fragile. Hein? Oui, c'est ça. Puis après, c'est parce que si on coupe trop large, ben là, on voit ça par en dedans. Là, après ça, quand on vire ça à l'oreille, nous autres, là, quand on fait la finition. Oui. Puis là, ça fait il y a un manque, là. Puis c'est pas trop remplaçable non plus. C'est masquable, peut-être, là, mais ça dépend comment magané que c'est aussi, là. Oui, c'est ça. Puis après ça, comment le plier, le placer, le mettre au congélateur. C'est ça. Les babines aussi, comment faire les babines, les ça, yeux, moi, je briser. Moi, je trouve que c'est les parties qui sont les plus difficiles. Quand on arrive aux babines, là, à l'intérieur des babines, là, tu t'en vas où? C'est parce qu'il y a si je me rappelle bien, sur la mâchoire inférieure, là, on peut voir une ligne, hein, je pense. Il y a une ligne là, qu'on peut suivre. Là. Moi, ce que je fais, je colle. Fait que le plus proche possible, là, on ramasse les gencives, admettons. Hein. On va couper jusqu'aux gencives. C'est ça. Fait que comme ça, t'es certain sûr que t'as pas touché aux babines, mais qui dévire les babines pour refaire ça après le moule, ben là, ça, c'est intact. Puis c'est ça, à mesure que... Moi, je commence souvent par ça, par les babines, par le nez. Ah, OK. Puis là, je me rends pratiquement jusqu'aux yeux. Puis après ça, là, je vais par la tête, par en arrière. Ah, OK. Puis là, je fais les oreilles. Puis là, je vais rejoindre à mes yeux. Puis là, je finis mes yeux, là, mes coins d'yeux, je les finis par en arrière, comme ça. Comme le nez, là, par exemple, là, quand on le coupe, y a-tu comme un genre de carcan là-dedans qu'il faut enlever ou? Ouais, ben moi, je coupe là-dedans. Fait que comme ça, je suis sûre de pas toucher à ma peau de nez. C'est ça. Fait qu'en coupant le plus loin possible, là, ben là,
on touche pas à la peau du nez parce que c'est vraiment la vraie peau du nez qui va sur le moule. Fait quand on touche à un nez d'ours, ben, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est pas des nez de plastique, là, c'est vraiment le nez de l'ours. C'est le nez de l'ours, c'est ça. Puis toi, est-ce que tu vas l'enlever par la suite, ce carcan-là, ou tu le laisses là? Ça, c'est enlevé au tannage. OK. OK. Oui, quand on envoie ça au tannage, eux autres, ils flèchent les peaux qu'ils appellent. Oui, oui. Fait que tout le gras, puis le trop de peau, puis ils me dévirent les pattes, parce que ça, je le fais pas, là. C'est assez dur quand même, là. Ah oui, ça, c'est un travail. Eux autres sont équipés pour le faire, puis sont habitués, là. Fait que eux autres, ils me dévirent les pattes aussi. Fait que ça coûte un peu plus cher de le faire par le gars qui tanne, mais moi, je sauve du temps énormément, absolument. Là. Absolument, absolument. Donc, à ce moment-là, si on veut voir ça dont on parle présentement, là, je sais qu'il y a des gens à la radio qui doivent se dire OK, mais c'est facile d'aller sur le vlog de Simplement Plein Air qui va être là dimanche soir ou ce soir pour certains d'entre vous, car maintenant on est un peu partout au Québec. Il y a des émissions qui sont le samedi et d'autres le dimanche. Donc, allez sur A commercial Simplement Plein Air dimanche soir. Et entre, je vous dirais, 18h et 21h, l'émission Vlog, si on veut, est déposée sur notre page Facebook. Naturellement, les gens vont se demander pourquoi entre 18h et 21h. C'est simple. C'est que on est à la merci de YouTube, et YouTube est capricieux un petit peu. Donc, il y a des fois où l'émission va télécharger un peu plus rapidement que d'autres, mais d'autres fois, elle est un petit peu plus lente. Même si on a beau commencer à télécharger des fois vers midi, ça peut prendre 6 heures, ça peut prendre 7 heures à télécharger. Donc, puis même avec une bonne connexion, on a des bonnes connexions, mais c'est une émission quand même qui dure environ 3 heures. Entre 1h30 et 3 heures, je dirais. Donc, si on revient à ça, Martine, donc la personne, tu penses-tu que une personne là qui est, comment je pourrais dire ça, peut-être pas la première fois, hein, conseillerais-tu à quelqu'un de le faire? Quelqu'un qui savait plusieurs années qui chasse, ils sont habitués d'ouvrir le bête, il y en a qui savent comment plumer, là. Après voir cette vidéo-là, d'après moi, il n'y aura pas trop de misère à plumer la tête, là. C'est ça. En fin de compte, c'est comme le reste, c'est juste parce que au vis-à-vis de la tête, faut prendre plus épais de chair en réalité pour être sûr de ne pas toucher de pas abîmer la face, là, parce que c'est mince la peau dans ce coin-là. Oui, elle est plus mince, et puis j'imagine que c'est très difficile à réparer s'il y a quelque chose là, qui va mal, là. Ben ouais, c'est plus que c'est mince, surtout comme mettons sur le nez, admettons un ours, la peau en séchant là, c'est sûr que ça va être porté à vouloir ouvrir, puis des fois c'est pas camouflable comme on voudrait, là. C'est ça. Et puis là, ben naturellement, je m'en voudrais de te quitter avant de parler un peu chasse. Je sais que la pratique va de l'avant, mais là, comment est-ce qu'on dirait ça? C'est pas une nervosité, mais l'anxiété de la chasse, là, hein? On commence à avoir hâte, là, puis on a hâte de partir, puis ça doit commencer à s'installer, là. Oui, là, on commence à avoir hâte pas mal, là. Oui, ça c'est un dernier préparatif, là, fait que... C'est ça. C'est ça, puis vous autres, ben c'est un peu spécial. Ça, on en parlera dans une autre émission à un moment donné, ce que vous faites, parce que vous chassez pas autour de la maison, comme on dit, la façon de parler, là, vous expatriez un petit peu. Donc, on va en parler de ça à un moment donné dans une émission, parce que, écoute, t'as des bouts de films qui sont à couper le souffle là, aux endroits où vous allez. Donc, c'est vraiment plaisant à voir aussi, là. Fait que moi, là, écoute, là-dessus, Martine, s'il y a quelque chose que les gens veulent savoir, s'il y a de l'information qu'ils veulent te demander avant d'apporter leur peau, parce qu'on sait aussi que le chevreuil s'en vient.
c'est une autre chose. Ça sera d'autres chroniques qu'on fera parce que le chevreuil est un peu plus tard, on le sait, mais beaucoup de gens vont ruiner une cape, là, je sais pas le terme français, mais une cape, ils vont couper trop court. Ils font chauffer, souvent les peaux chauffent. Oui, un chevreuil, c'est facile à chauffer, même si ça n'a pas un poil épais. C'est ça. C'est une des bêtes à faire chauffer, fait que on pourra en reparler de ça pour le chevreuil, pour le... Oui, ça sera une bonne chose. Et si on veut te rejoindre, Martine, on le fait de quelle façon? Par Facebook, sur Messenger ou sur mon cellulaire dans le 819-442-2453. Super. Donc, on était avec Mme Martine Chavigny, taxidermiste, et ne manquez pas la prochaine chronique de Martine. Merci, Martine, et tu passes une excellente semaine. Bonne semaine. Cette portion de l'émission vous est présentée par Groovy Yurts. Pour des installations allant de 2,5 à 6 mètres et plus, rejoignez Carmen au 289-241-4475 ou au www.yurt.ca. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Vous souhaitez le succès lors de votre prochaine excursion de chasse? Monsieur Bouffe innove. Cet automne, procurez-vous les leurres olfactifs et gustatifs Tierbock. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda au 819-797-2564. Et nous voici de retour en studio, cette fois avec notre ami Luc Hervé Blouin. Et oui, vous l'avez deviné, on va parler pêche à la mouche. Bonne semaine, Luc. Salut Guy. T'as tout un sujet cette semaine qui nous tient à cœur parce que de nos jours, une canne à moucher ou une perche, peu importe la façon qu'on l'appelle, c'est un investissement qui est quand même, tu sais, si on veut aller moyen, c'est des sous. Mais là, beaucoup d'entre nous en prennent pas soin et on la brise souvent. Donc, t'as intitulé ta chronique d'une bonne façon. Vas-y, je vais te laisser dire le titre. C'est bon, ça. Chronique, casse pas ta canne. Casse pas ta canne, yes, c'est vrai. On est tanné de casser nos cannes. C'est des affaires qui nous arrivent. En pêchant, souvent, ça va vous arriver. Si ça vous est pas arrivé, ben, je vous le souhaite pas, là, mais il y a des bonnes chances que ça arrive. Et puis, même si c'est pas des sous, des fois, c'est des cannes qui valent un petit peu moins cher ou des cannes qui ont une valeur sentimentale aussi. J'en ai depuis longtemps que je me sers une fois de temps en temps, puis je me dis, j'aimerais pas ça à casser. Donc, on se trouve des solutions. Souvent, je veux commencer par parler au niveau du lancer. Parce que parfois, on va frapper la canne avec la mouche et ça, c'est vraiment dommageable. C'est sûr que si on pêche la truite avec des tout petites mouches ultra légères, ça dérange pas tant grand-chose. Mais lorsqu'on tombe, on va aller chercher une plus grosse profondeur. Aussitôt qu'on a du plombé, même une petite bille plombée, avec la vitesse déployée par le lancer, lorsqu'on frappe notre canne, soit en faisant le faux lancer, en sortant notre mouche de l'eau ou en lançant, ben là, ça finit que ça brise un petit peu le matériel, et puis un moment, on va lancer, puis là, un bout de canne qui est lancé. L'année passée, j'ai lancé un lancer bien ordinaire dans ma cour, puis j'ai 2 morceaux de canne de plus qui ont apparu. Je me suis dit, bon, ben là, c'est fini. Sans en prendre un neuf, on l'a envoyé en garantie, il est revenu. Donc, je commence avec ça. Au niveau du faux lancer, donc le lancer vers l'arrière, des trucs pour pas que votre mouche touche à votre canne. Donc, probablement que si jamais vous voyez que vous sortez votre mouche de l'eau, et puis là, ça vient fesser tout de suite dans la canne, des fois, c'est qu'on va pas faire une accélération progressive. On sort la soie de l'eau tout d'un coup. On tire d'un coup, et puis là, d'un coup sec, la même vitesse, un bon coup, puis là, toute la soie et la mouche vient frapper la canne. Pour régler ce problème-là, on peut y aller d'une accélération progressive. Donc, on sort la soie de l'eau, tranquillement, on accélère. Avec une accélération progressive, ça fait que votre soie passe par-dessus votre canne, et là, vous ne frappez plus votre canne. Truc numéro 1. Ensuite, si vous voulez faire un faux lancer, encore une fois, on va sortir la soie de l'eau, et puis là, on lève pas assez la pointe de la canne. On va pas aller chercher vers l'arrière suffisamment. Ça peut causer le problème de frapper votre canne au moment du lancer. Ensuite, quelque chose qui peut frapper votre canne en faisant le faux lancer ou en lançant vers l'avant, c'est le manque de débattement au niveau du lancer. Si on a un débattement qui est ultra court, donc on bouge pas beaucoup la canne, c'est sec, c'est lisse, c'est très court, ça va arriver que votre mouche va frapper votre canne. Pour combler ça, on va aller élargir un petit peu le débattement. Par exemple, on veut, au-dessus de la tête, là, vous pouvez vous imaginer
un angle de 45 ou encore, si c'est plus facile, une pointe de tarte, là, comme qu'on fait normalement au-dessus de votre tête. C'est à peu près un développement moyen pour un lancer d'une distance de 30-40 pieds. Ceux qui vont faire de longue distance vont avoir un petit peu plus de débattement. Oui, puis si je peux me permettre, Luc, il y a une chose aussi, si on ne pêche pas à la sèche, ça donne à rien de faire 18 faux lancers. Ça, on le voit souvent, nous autres, on appelait ça, les gars qui font du hot dog, là. Tu sais, les hot dogs, là. C'est que les gars, ils pêchent au streamer, puis ils sont là, puis ils s'élancent, on n'en peut finir. C'est là qu'on accentue les dangers aussi. Tu sais, il faut, tu sais, à la sèche, là, même à la sèche, hein, pensez-y, là, vous avez une mouche, là, numéro 10, 12, 14, 16, elle va sécher là, en 2 faux lancers, puis elle sèche. Là. Ça donne à rien de commencer à faire 18 faux lancers non plus. Là. C'est vraiment un excellent point que tu apportes là. Effectivement, en plus, on va réduire la fatigue, puis c'est moins dur sur les cannes en général. Ça peut vraiment vous sauver des cannes. Vraiment un bon point. Il y a aussi une surcharge extrême. Il y en a qui veulent prendre des petites cannes pour lancer des grosses mouches et qui vont aller chercher une soie beaucoup trop pesante ou une tête de lancer beaucoup trop pesante pour la canne. Et puis là, on s'en rend pas compte. Là. On s'en rend pas compte, mais c'est la fibre de la canne là, qu'à un moment donné, ça l'abîme. Puis là, oups, on a cassé une canne. Maintenant, on a un peu cherché le trouble. Donc, c'est pas l'idéal. Ça peut être occasionnel, mais c'est pas l'idéal. Donc, la surcharge, faites attention aussi. Au niveau du lancer, j'en avais oublié un. Une pause trop longue à l'arrière. Si vous attendez trop longtemps, puis là, on est trop long, on veut lancer. Parfois, ça va frapper la canne. Aussi, faites attention avec votre facteur vent. Des fois, on a le vent qui pousse vers nous ou le vent qui est très turbulent. Il faut faire attention là, dans des situations comme ça. J'essaie d'éviter les mouches plombées parce que ça peut arriver. Ça peut arriver, donc on se donne une chance si vous voulez absolument pas. Cassez votre canne, surtout si vous en avez juste une. Ou sinon, en démontant votre canne. Certains d'entre nous, ça nous est arrivé, surtout lorsqu'il fait chaud. On va assembler la canne et les jonctions de la canne qui vont rester coincées ensemble. On n'est plus capable de les enlever. Il y a des petits trucs assez simples qui se font pour ça. Généralement, vous pouvez vous servir de vos jambes pour tirer droit. Parce que là, c'est pris, on essaie de tirer fort, on tire en angle, on travaille ça, ou là, paf, on casse quelque chose. Bon, c'est cassé. Vous pouvez vous mettre, par exemple, assis sur une chaise, avec les jambes, les genoux à 90 degrés. Et là, vous mettez votre canne derrière vos mollets, et vous vous servez avec les bras chaque côté des cuisses et vous servez de vos jambes en écartant vos jambes sur le côté pour tirer bien droit. Là, on applique plus de force et souvent, on va réussir à sauver notre canne comme ça. Sinon, mettez-la dans l'eau pour la refroidir. Ça marche très bien. Si vous avez de la glace c'est vraiment bon. Vous mettez un petit cube de glace dessus et pas que ça sort. Donc là, vous en avez pas. Vous en avez dans le cooler, vous pouvez l'en prendre. Vous en avez pas sur le spot. Vous pouvez juste l'emmener à la maison. Et puis là, rendu à la maison, un petit cube de glace, c'est fait. Merci, bonsoir. On défait tout ça. Et ça fonctionne bien. C'est vraiment un beau truc là, qui peut vous permettre de vous sauver une canne aussi. Au niveau des déplacements, combien d'entre nous ont déjà cassé une canne dans une porte de char? Moi, quand j'étais petit, surtout, là, j'étais vraiment bon là-dedans. J'étais un expert. Donc, on fait attention. On démonte nos équipements correctement. Prenez le temps de les mettre dans leur étui. Et même si vous voulez changer de spot, vous avez une bonne marche à faire dans le bois. Des fois, ça me tente pas de défaire ma canne. Chronométrez-vous. Genre, ça prend combien de temps, là? 1 minute et demie, votre canne est défaite, on repack, on repart, on dépack. C'est tellement pas long, là, puis ça peut vous sauver beaucoup de dollars. Puis aussi, on va à la pêche, là. Je sais pas pour toi, Guy, moi, quand je vais à la pêche, je veux passer une belle journée, puis casser une canne, c'est un peu plate. Oui, puis on en voit souvent se déplacer, hein, puis le sillon en avant d'eux autres. Ça, c'est une autre affaire. Si on se déplace avec le sillon derrière nous, à ce moment-là, on évite beaucoup aussi les chances de brisure. Là, puis c'est simple. Ça. Par le sillon, tu veux dire la canne qui pointe vers l'arrière. Oui, exactement. Exactement. Écoute, Luc Hervé, c'est tellement bon. On pourrait continuer à jaser des heures. Moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Mais on est toujours dans un temps. Entre ce temps-là, comme on dit, en quelques secondes, tu as fait des belles sorties dernièrement au Masquinongé. Hein? Ben oui, en fin de semaine, 4 masquinongés à 2, en un beau matin de pêche, on a fait des mouches en gang une soirée, puis le lendemain matin, on a testé nos mouches. Donc, on va vous reparler de ça, des nœuds qu'on a fait, des mouches qu'on a fait, des techniques utilisées. Ça va venir, continuez de nous écouter, puis vous devrez en entendre parler. Oui, puis on va passer une belle hiver là, en parlant de ça, toutes ces rêveries-là, parce que c'est super le fun. Mais entre-temps, si on veut, on a des questions, si on veut te rejoindre, on le fait de quelle façon? Luc Hervé Blouin par Facebook, comme d'habitude, toujours un plaisir, n'hésitez pas.
Oui, n'hésitez pas à aller là-dessus. Luc, tu passes une excellente semaine. Bonne semaine à vous. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Pour personnaliser les vêtements de votre entreprise ou vos vêtements, un seul endroit, Mignot Transfert. 63 Perrault-Est à Rouyn-Noranda au 819-797-3232 ou www.mignot-transfert.ca. Chez Mignot Transfert, votre image nous tient à cœur. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Cet automne, question d'être bien équipé et de ne rien manquer pour la prochaine saison de Petit Gibier, le Gros Gibier ou la Sauvagine? Un seul endroit, Pro Nature Rouyn-Noranda. 59 avenue principale Rouyn-Noranda au 819-797-2300. Bonjour et bienvenue à votre entrevue Simplement plein air. Écoutez, la dernière fois avec notre invité, on avait parlé d'un sujet très d'actualité, surtout que pour nos équipes québécoises, ça s'était très bien passé. Je suis en compagnie de Monsieur Reynald Hawkins de la Société de sauvetage. Bonjour Monsieur Reynald, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci, c'est gentil. On a parlé la dernière fois des championnats canadiens, que nos équipes québécoises s'étaient très bien classé. C'est la preuve indiscutable que la Société de sauvetage, vous avez fait un beau travail parce que ces gens-là ont été formés. Mais maintenant, on va s'arrêter au classement. Bon, peut-être pas surprenant, mais c'est une équipe de la Nouvelle-Écosse qui s'est classée bonne première. Mais par la suite, attention, le Québec Waterforce, comme on dit, c'est assez bien classé, merci. Oui, absolument. On avait, dans le fond, 4 équipes inscrites qui provenaient du Québec, parce qu'on n'a pas le droit nécessairement de les regrouper sur une seule bannière, selon les règles internationaux. Pardon. Et tout ça pour dire que la Nouvelle-Écosse, elle, étant donné que c'est le même club qui embauche tous les sauveteurs, tous les parcs provinciaux, fait en sorte que la loi du nombre les avantage et ils concourent sur l'égide de la Nouvelle-Écosse, justement. Donc, nous, on avait des sauveteurs de la région du camping de Rouville, donc le Rouville Surf Club, qui avait accepté aussi un athlète étranger dans son équipe pour améliorer leur performance, parce qu'on sait que les champions du monde sont les Australiens. Alors, ils avaient invité un Australien et pour le remercier de tout l'entraînement qu'il leur a donné durant l'été, ils ont accepté de participer hors concours, mais on sait qu'au total des points, ils auraient terminé 2e officiellement. L'équipe qui les suit, c'est les gens de Toronto Police Lifeguard Club, donc toutes les plages autour de la ville de Toronto. La grande avaient région, aussi un bon nombre. Et finalement, on a 2 autres équipes qui ont terminé dans ce qu'on pourrait appeler les top 5, soit justement le club de sauvetage, le Narval, le sauvetage sportif dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus précisément le Lac-Saint-Jean, et les gens de Montréal sous l'égide de l'équipe de Sea Devils, fait en sorte que le Québec était fort bien représenté. Et si on est allé au total des points par province, mais là, vous comprenez que c'est le Québec qui aurait certainement fini premier sur l'ensemble des points. Donc, absolument, et je pense que c'est une autre preuve de l'excellence du programme de sauvetage au Québec. Ben, je vous tire mon chapeau, M. Hawkins, parce que là, il faut le faire. Déjà que dans la première entrevue, on a vu que c'était un entraînement. C'est autre chose que d'être devant une caméra à la Baywatch, parce que là, les gens doivent absolument faire leurs preuves et il y a toujours de la formation. Vous nous avez parlé aussi dans la toute dernière entrevue que fin vingtaine, début trentaine, ben, c'est là qu'une personne était à son apogée, à son maximum, et que c'est là aussi qu'on voyait se poindre là les prémices d'une personne qui pourrait être un bon formateur ou une bonne formatrice. J'ai l'impression que ça rejaillit justement sur toute l'excellence de votre programme, M. Hawkins. Maintenant, on va revenir aux choses qui sont un petit peu plus dans notre quotidien au niveau de la sécurité nautique. On dit toujours sécurité nautique, mais lorsqu'il est question d'activité de pêche, et là, ce qui s'en vient au Québec pour une bonne majorité d'utilisateurs de plans d'eau, ben, ça va être les activités de chasse. Ça veut dire tout aussi bien de se promener en canot sur une petite rivière pour monter au camp de chasse que pour la personne qui est sur un grand plan d'eau à l'oiseau migrateur. Vous avez sur votre site des conseils. 4 conseils justement pour pas avoir de mauvaises surprises en embarcation. Et ces conseils-là, on les a déjà mentionnés. Premièrement, porter un VFI ou du moins un gilet de sauvetage.
Ça, c'est clair. Écoutez, c'est la réglementation fédérale vous dit que vous devriez en avoir en nombre et en taille appropriée. Exact. Moi, je vous dirais, c'est que c'est ce qui va faire la différence entre une anecdote à raconter et un drame à faire vivre à vos proches, parce que les données sur les noyades reliées au sport nautique, pêche et chasse nous démontrent que 8 fois sur 10, les gens ne portaient pas correctement ou ne portaient pas du tout la veste de flottaison. Alors, il faut jamais oublier non plus que plus souvent qu'autrement, on tombe en eau froide et cette eau froide-là peut vous amener, suite à une hyperventilation, une inconscience. Et encore là, c'est le vêtement de flottaison individuel qui va faire la différence entre le fait de pouvoir vous récupérer à la surface et tenter de vous récupérer dans le fond du cours d'eau en question. Le fameux 1-10-1. Ensuite, vous avez mentionné, il est écrit de rester vigilant. Pas d'alcool à bord d'une embarcation d'un bateau. Bon, une consommation sur une embarcation en vaut 3. Je pense qu'on a fait le tour de la question là-dessus. Suivre un cours de navigation, est-ce qu'il n'y avait pas à un moment donné une carte de compétences obligatoire au Québec? Ben, elle est partout au Canada, cette carte de compétence-là. Elle est exigée en fonction de la réglementation fédérale de Transport Canada, et ça depuis justement bon nombre d'années. Alors, elle vise toutes les embarcations motorisées à essence ou à électrique du moment que c'est un déplacement qui se fait à l'aide d'un moteur. Tout le monde doit effectivement répondre à une série de questions, une cinquantaine de questions, et de réussir un résultat de 75% et plus. Et on peut le suivre soit via le web ou encore en classe et passer les examens tant sur le web, mais avec des modules de formation obligatoires, et avoir accès à l'examen à la toute fin, ou encore se présenter dans une des classes de la Société de sauvetage ou des autres organismes reconnus afin de passer le dit test en question et d'avoir cette carte de conducteur d'embarcation de plaisance-là. Et enfin, on dit de planifier les sorties, d'avertir quelqu'un, de dire à quelqu'un, je pars à telle heure je devrais être normalement rendu à tel endroit, si on est capable d'avoir des communications pour faire en sorte de dire oui, je suis bel et bien rendu. Mais on en avait conclu comme ça à un moment donné, c'est pas parce que la personne ne s'est pas pointée à l'heure prévue qu'il est nécessairement arrivé quelque chose. On parle toujours de possibilité d'établir une communication avec cette personne-là. Mais de quelle façon, encore en 2017, à l'automne 2017, doit-on se prendre pour passer le message? Ça, c'est la question que je pose, pas seulement à vous, mais à tous les intervenants. De quelle façon doit-on s'y prendre pour passer le message? Parce que malheureusement, on le sait encore, cette année, on va avoir des pertes de vie là-dessus. Oui, et vous savez, je vous l'ai déjà dit dans des premières entrevues qu'on fait ensemble depuis quelques semaines déjà, que apprendre, c'est répéter. Donc, il faut répéter nos messages. Il faut responsabiliser pas juste le plaisancier, pas juste le pêcheur ou le chasseur, mais aussi les membres de la famille. Voilà. Vous savez, quand la conjointe commence à dire à son mari, tu t'en vas à la chasse, mais je veux que tu portes ta veste, ou tu t'en vas à la pêche, et je désire et je veux que tu portes ta veste. Moi, je vous dis, tôt ou tard, ça finit par rentrer justement comme modification de comportement. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une responsabilité qui appartient à l'ensemble des gens et pas juste à la principale concernée, personne concernée. Au risque de me répéter encore une fois, c'est ce qui fait que vous avez des anecdotes. Moi, j'en ai des anecdotes de pêcheurs qui m'ont dit « Hey, n'eût été de ma veste de flottaison. J'aurais coulé dans le fond du lac avec tout mon équipement parce que c'est pas vrai que je suis juste en maillot de bain lorsque je pratique mon sport préféré. Alors vous comprenez que c'est tout ça qui va faire la différence encore une fois, et c'est pour ça qu'il faut réitérer ces messages-là qu'on vient de faire. Portez votre veste de flottaison en tout temps, ne pas consommer d'alcool lorsque vous êtes sur l'eau parce que la règle du 1-3 est là. En eau froide, ne pas oublier que vous avez à peu près l'équivalent d'1 heure devant vous avant que l'hypothermie puisse vous emporter. Donc, c'est encore là le vêtement de flottaison qui va faire la différence. Et si jamais vous n'êtes pas revenu à bon port selon l'heure prévue, bien, les proches vont déclencher leurs mesures d'urgence, et ça, c'est ce qui va faire la différence entre un drame. Justement. Vous avez entièrement raison, Monsieur Hawkins. Merci beaucoup d'avoir été là également aujourd'hui. On en aura comme ça d'autres passionnantes entrevues avec Monsieur Reynald Hawkins de la Société de sauvetage du Québec. Merci d'avoir été là. Nous, on fait une petite pause et de retour à Guy Martin tout de suite après ceci. Cette portion de l'émission vous est présentée par
le pub Noranda. Venez essayer notre fameux hamburger l'Abitibien avec sa confiture de bacon maison, nos nombreuses créations de slush alcoolisé et notre terrasse ensoleillée de 11h jusqu'au coucher du soleil. 819-797-6000. Cette portion de l'émission vous est présentée par les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Et nous voici de retour en studio, cette fois avec notre ami Serge-Alexandre de Mergiroux et, ben oui, on parle l'escalade. Salut Serge! Salut Guy, comment ça va? Ah, ça va très bien. Écoute, la semaine dernière, on a commencé un peu l'histoire du projet que vous aviez au lac du Cap, et puis on n'avait pas terminé, hein. On est tous restés accrochés après tes lèvres, mon cher. Ben oui, écoute, on avait parlé un peu de ce projet-là qui est resté en branle pendant près de 3 ans, qu'on a réussi à terminer la semaine passée avec les histoires de traverse en nage, puis d'ascension par le bas, de retour par le haut, puis en tout cas tout ça, puis ça s'est fini au final par se compléter et se gravir la semaine passée, pas voilà 2 semaines à vrai dire. Puis écoute, je pensais continuer dans le même élan de parler du lac du Cap, parce que c'est tellement une belle histoire, ça. Comment on a réussi à avoir accès. Hein? Oui. Écoute, il y a tellement de communautés aujourd'hui qui gravitent alentour du développement de cet endroit-là. Là. C'est assez reculé, mais en même temps, c'est tellement beau que ça attire vraiment les gens qui sont friands d'aventure ou qui sont friands, je te dirais, d'une grimpe qui est un peu plus... je te dirais grandiose que simplement aller faire un pitch là, avec des plaquettes déjà préposées puis des choses comme ça. Donc, ça a commencé, comme je l'avais mentionné la semaine dernière, il y a environ 4 ans. On a découvert ce cap de roche-là, à vrai dire, même par le nom du lac. Hein, ça laissait croire qu'il y avait un beau cap de roche. Mais on l'avait vu sur des photos sur Google Earth quand on fait le tour, puis on avait envoyé des gens en reconnaissance en skidoo parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait une trail de skidoo fédérée qui passait juste à côté du lac. Ah. Donc, ça devenait très facile d'aller voir s'il y avait vraiment une belle paroi et d'avoir des photos qui corroboraient un peu ce qu'on avait vu sur Google Earth. Puis à ce moment-là, on s'est dit « Wow, ça a l'air vraiment beau, il faut qu'on aille voir ça de nos yeux. » Puis, je te dirais, la logistique qui s'ensuit, c'est que cette paroi-là est sur un territoire de la CEPAC, mais un territoire de réserve faunique. Eux, ils ont un mandat de chasse et de pêche et de développement du territoire pour les activités récréo-touristiques, mais sans nécessairement avoir d'infrastructure pour le faire. C'est vraiment axé sur la chasse et la pêche, comme tous tes adeptes et tous tes écouteurs doivent le savoir. Les réserves fauniques, il n'y a pas grand monde à part les gens qui vont aller à la chasse, à la pêche ou prendre un petit chalet vraiment relax. Mais il y a tout un autre aspect là, du territoire, justement, sur les réserves fauniques qui gagnerait à être développé et qui commence justement à se faire connaître un peu plus, qui est tout ce qui est, dans le fond, plein air, autre que la chasse et la pêche, qui est la randonnée, l'escalade, la course en sentier, le vélo de montagne, toutes ces choses-là commencent justement à bouger un peu dans le monde du plein air, puis à avoir un accès qui se développe au cours des années, même pour les territoires qui étaient réservés exclusivement pour la chasse et la pêche avant. Puis ça, là, ça a été vraiment une rencontre où des premiers pas qui ont été merveilleux côté développement parce que avec le directeur de la réserve faunique qui est M. Éric Arnois, ça a été tellement une collaboration facile pour le développement. On s'attendait à avoir des barrières un peu partout pour pouvoir aller grimper à cet endroit-là, mais en fin de compte, ça a été d'une facilité incroyable avec Éric quand il voulait développer justement tous ces aspects-là puis faire connaître un peu sa région pour autre chose que la chasse et la pêche. Parce qu'on connaît Saint-Michel-des-Saints, c'est le 4 roues, c'est le skidoo, c'est la chasse à l'orignal, puis c'est pas mal ça. Écoute, c'est ce monde-là qui va là, puis il y a le réservoir Taureau, le gros bateau du réservoir Taureau. Mais là, il dit, écoute, il faudrait qu'on développe un peu la région, puis c'est le fun que votre projet puisse justement amener une nouvelle activité dans notre coin, l'escalade. Ça a été, à partir de ce moment-là, d'une facilité incroyable. Ce qu'on a fait, on a essayé de développer des campings sauvages parce que la CEPAC, en soi, pour les réserves fauniques, n'ont aucune réglementation qui permet d'aller faire de l'escalade. Donc, eux, ils peuvent pas faire la promotion de cette activité-là parce que ça rentre pas dans leur cadre. C'est pas un mandat, C'est pas un mandat, donc ils peuvent pas le faire. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire, c'est développer des campings sauvages. Donc, si on développe un camping sauvage, à partir de ce moment-là, tu peux faire pratiquement ce que tu veux sur le territoire des réserves fauniques, tant que tu
t'es pas en train de dégrader le territoire ou de l'endommager. On s'entend, mais si tu veux juste en profiter d'une manière normale, puis aussi aller faire de l'escalade sur les caps de roche, mais tu peux, sans que tu déranges les autres gens alentour, ça c'est sûr et certain. Parce qu'il y a des gens qui payent des sommes assez grandes pour pouvoir pêcher sur le lac du Cap avec le chalet qui est situé là. Donc, c'était le seul hic qu'il y avait, c'était comme respecter les gens qui ont payé comme plus cher que vous, puis grimper autant que vous voulez, tant que vous allez là comme pour faire du camping sauvage, ça va être parfait. À partir de ce moment-là, c'était comme le développement a explosé. On est allé faire ces petits projets-là qui sont un peu plus, je te dirais, extraordinaire que le développement qu'on fait usuellement, puis on l'a propagé sur Facebook par la suite, puis ça fait en sorte que ça a créé une genre d'effervescence pour le site, puis les gens qui sont justement attirés par ce type d'escalade, un peu plus d'aventure-là, se sont rassemblés alentour de ça, puis moi, je me suis même détaché les 2 dernières années, faute d'avoir une nouvelle famille et avoir un nouvel enfant, donc certaines choses plus compliquées ont nécessairement été diminué, je te dirais, dans la vie. Puis, les gens, qu'est-ce qui était beau là-dedans, c'est que les gens ont pris la relève. Puis on est rendu avec, je pense, 56 longueurs de développer au lac du Cap. Oh là là! Oui, c'est fou, là. On parlait de 4 longueurs tantôt du projet, mais à vrai dire, du projet de la semaine passée que j'ai expliqué, c'est 4 longueurs. Puis ça, il y en a 56 autres qui ont été développés depuis ce temps-là. C'est tellement de travail qui est alentour de ça. Oui. Parce que, tu sais, quand on parle d'un ground-up comme l'aventure qu'on expliquait la semaine passée. Ça, on part d'en bas, on grimpe vers le haut, il y a des roches lousses, il y a des champignons, il y a des arbustes, les craques sont pleines de terre. C'est l'aventure au sens brut du terme pour l'escalade. Mais si on veut que les gens reviennent, puis que les gens puissent profiter de cette ligne-là, faut pas la laisser dans cet état-là. Non, c'est ça. Une fois qu'elle est complétée, tu laisses pas une voie dire « OK, t'es grimpé avec plein de blocs lousses qui sont extrêmement dangereux. » Si toi, tu le fais de cette manière-là, c'est ton choix, c'est correct. Mais après ça, il y a un nettoyage complet de la ligne qu'on appelle la voie qui se fait. À partir du haut, bien souvent, on va fixer les cordes, on va aller gratter la roche pour enlever les champignons, on va enlever les blocs lousses, les faire tomber en bas. On va enlever la terre qu'il y a dans les craques pour permettre d'aller mettre nos coinceurs et nos protections pour que ça soit facile. Pour être en sécurité, oui, c'est exactement. En toute sécurité. Puis ça, les 56 voies qui sont ouvertes présentement ont toutes été faites de cette manière-là. Wow. Donc, ils ont été vraiment nettoyés puis aménagés pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, c'est drôle, hein, Serge Alexandre, parce que moi, étant un chasseur-pêcheur, tu sais, habituellement, nous, les chasseurs-pêcheurs, je parle des chasseurs-pêcheurs, parleront pas de leur spot. Hey, ils tiennent ça secret. Et puis, au contraire, à l'escalade, c'est une bonne chose aussi, parce qu'il faut que ce soit partagé. Franchement, Guy, tu parles, garde ça secret, mais actuellement, dans le monde de l'escalade, c'est garder secret aussi pendant des années, les spots. Oui, puis les gens s'égarent, puis ils veulent le développer tranquillement, avoir leur petite place tranquille. Mais j'ai toute une autre philosophie. C'est vraiment parce que tu me parles à moi aujourd'hui que tu as ce retour d'appareil-là. Moi, j'aime ça comme partager, puis que les gens puissent justement en profiter, puis qu'il y ait comme une vibe, là, si tu veux, là, autour d'un spot, comme qu'il y a là au lac du Cap. Parce que quand même que j'irai à 2h30 dans le fond du bois, gratter ma roche tout seul, à un moment donné, c'est clair que je vais trouver ça plate, puis ça va rester dormir là, puis il va peut-être avoir eu des coupes de bois qui vont s'être faites. Tu sais, le territoire pourrait être dégradé, je te dirais, par les activités commerciales alentour, où on pourrait tout simplement pas avoir accès à ça. Mais là, à place de faire ça, tu sais, on essaie de créer justement une genre de popularité pour la place, puis les gens y vont, puis ils en profitent, puis ça conserve le milieu. Exactement. Et le milieu continue à se développer, puis c'est une très, très bonne façon de faire les choses aussi. Écoute, Serge Alexandre, le temps file vite. La semaine prochaine, je crois qu'on va parler du parc du Fjord, si je Oui, exactement. Ça aussi, ça va être intéressant. C'est de valeur de laisser le lac du Cap parce que c'est super intéressant. J'aimerais rappeler aussi aux auditeurs, vite, si vous avez une chance, allez sur A Commercial Simplement Plein Air Facebook, allez voir le vlog. À tous les dimanches soir, il y a un nouveau vlog. Vous allez voir les images de qu'est-ce qu'on parle présentement. Donc, c'est un rendez-vous. Et Serge Alexandre, si on veut te rejoindre pour avoir plus d'informations, parce que là, tu commences à faire un peu plus d'éducation, si on veut, tu donnes des cours, des conférences, on veut te rejoindre, on le fait de quelle façon? Par Facebook, toujours, et encore une fois, sur mon blog, adoar.ca, il y a toutes les informations pour me contacter. Parfait. Tu passes une bonne semaine, puis nous, on a hâte de se rejoindre au Parc du Fjord.
Excellent, Guy. Bonne journée. Bonne journée. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Groovy Yurts. Pour des installations allant de 2,5 à 6 mètres et plus, rejoignez Carmen au 289-241-4475 ou au www.yurt.ca. Pour une deuxième année, le code rouge a fait son apparition sur les tablettes de vos magasins. Si vous ne l'avez pas essayé l'année passée, le code rouge orignal a été vraiment une urine à succès. C'est vraiment une urine la plus concentrée que vous ne pouvez pas trouver sur le marché. Grâce à un procédé qu'on a développé, l'urine va se conserver jusqu'à l'ouverture de votre urine. Donc, si vous en avez acheté l'année passée et que vous ne les avez pas utilisés, vous ne les avez pas ouverts, sont encore bons cette année. Un coup qu'elle est ouverte, elle est bonne amplement toute la saison de chasse, il n'y a aucun problème. La façon la plus plaisante de travailler le code rouge, c'est de la faire fumer. Quand vous faites fumer votre urine, vous allez amplifier 3 fois votre odeur que si vous la mettez seulement sur des tampons ou que vous la mettez dans des grattés par terre. Vous savez, il y a des matins, des fois, où on dirait que la brume finit pas par lever, même le son ne porte pas beaucoup. Donc, c'est surtout dans ces journées-là qu'on va faire fumer l'urine pour vraiment pouvoir avoir une odeur olfactive à plus grande échelle. Et vous savez que l'orignal va souvent suivre le vent, donc l'urine et l'orignal vont finir par se rencontrer. Donc, si vous n'avez pas essayé le code rouge l'année passée, je vous le suggère fortement. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, sur notre page Buck Hunter, vous allez voir, il y a des centaines et des centaines de commentaires positifs sur le code rouge. A été partagé plus de 1000 fois. On a un concours sur notre page Buck Hunter aussi que vous partagez, vous likez et vous risquez de gagner un code rouge. Va venir aussi en nouveauté le code rouge chevreuil cette année, mais ça va être dans un nouveau reportage. Donc, je vous le recommande fortement. Le code rouge orignal est vraiment l'urine la plus top sur le marché présentement à se procurer. Bonne chance. Et nous voici de retour en studio, cette fois avec Véronique Lévesque de la maison Buck Hunter. Bonne semaine, Véronique. Salut, Guy. Tel que promis la semaine dernière, et puis là, je suis certain qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, on va parler et démystifier la légende maintenant du code rouge, autant du côté orignal que chevreuil, parce que on sait très bien que tu as débuté avec le code rouge orignal l'an dernier qui a fait fureur. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le code rouge chevreuil, lui, avant, toute maison va tester ses produits avec leur pro staff et tu as des bonnes nouvelles parce que code rouge chevreuil est sur le marché et fait fureur lui aussi là, au niveau des ventes parce que si c'est comme du code rouge orignal, attention. Oui, ben écoutez, on a dépassé notre objectif cette année. On est rendu à plus de 3000 codes rouges orignal de vendus. La saison n'est pas vraiment commencée encore, alors c'est vraiment génial. On est vraiment contents, puis tu sais, on voit que le succès est là pour tout le monde parce que beaucoup de personnes nous envoient leur succès de chasse aussi avec le code rouge. Oui, tout le monde attendait avec impatience le code rouge chevreuil. On l'a pas sorti l'année passée parce qu'il n'était pas tout à fait à notre goût. Puis comme tu le dis, on a toujours une équipe, nous autres, qui est sur le terrain pour pouvoir tester les produits. Ils sont toujours testés au moins 2 ans à l'avance avant de les sortir. Puis l'année passée, on n'avait pas vraiment les objectifs qu'on s'était atteints. C'est pour ça qu'on l'avait pas sorti. Mais là, on a vraiment trouvé la bonne formule pour le chevreuil, là, pour le code rouge chevreuil. Là, c'est pour ça qu'on l'a sorti. Par contre, il va être beaucoup plus petit parce que celui-là d'orignal, il est en 250 ml. Mais le chevreuil, lui, il est juste en 100 ml. Vous comprendrez que de l'urine de chevreuil, c'est extrêmement plus cher. Par contre, c'est 100 ml d'urine de chevreuil pure avec glande tarsale à l'intérieur. Donc, cette urine-là est à utiliser pour ceux-là qui veulent aller chercher les gros mâles matures. Parce que c'est une urine que vous comprendrez qui est provocatrice. Donc, pour faire les grattés, mettre dans les grattés, faire des lignes d'odeur, c'est vraiment excellent, là.
Oui, puis pour renchérir là-dessus, moi je peux te dire que tu as une très belle équipe de pro staff. Je les connais pas personnellement, mais je les vois. On les voit sur Internet, on les voit sur Facebook, là. Et puis je te dirais que wow, super. Moi je lève mon chapeau à ton équipe, à toi et à ton équipe, parce que c'est toi qui as formé ton équipe. Super belle gang de professionnels. C'est pour ça hein, qu'on peut se fier aux produits Buck Hunter, parce que on voit que ces produits-là sont testés et on voit les preuves parce que les gars se gênent pas, les gars et les filles, là, je devrais dire, ne se gênent pas pour mettre de superbes photos. Là. Ça fait rêver. Hein. Oui, ben les gars sont vraiment actifs hein, sur le Saline. Là. Les gars sont rendus qui se sont équipés là, avec des caméras de surveillance qui arrivent directement sur leur cellulaire. Les gars vont là à toutes les fins de semaine. Ils sont vraiment, tu sais, c'est vraiment des passionnés. C'était vraiment des gars qui tripaient avant d'être avec nous autres. Fait que tu sais, dans ce temps-là, c'est pas compliqué de les faire impliquer parce que c'était déjà des gars que c'était leur passion. Puis tu sais, après ça, quand tu leur demandes de faire des tests ou des ci ou des ça, pour eux autres, c'est du gâteau, là. Ils trippent à faire ça, là, ces affaires-là. Là. Oui, puis ça se voit, hein. Ça se voit, ça transpire. Et puis, moi, je peux dire, naturellement, pour avoir essayé le code rouge Orignal l'an dernier, je peux vous passer un papier, ça fonctionne. On s'est fait prendre dans notre propre jeu, si on veut. On avait fait un bel étendu et puis on est arrivé le lendemain, mon partenaire de chasse et moi, à notre grande surprise, on s'était pisté. Il y a un gros buck qui a passé là, puis on se trompe pas, là, il a suivi toute la ligne que nous autres, on avait fait. Donc, c'est super concluant. Hein? Oui, puis c'est ça. Puis tu sais, tu vois là, le problème qu'il y a, c'est ainsi, c'est que les magasins fournissent pas à la demande. Fait que le consommateur arrive, puis il va avoir son code rouge, puis le magasin en a déjà plus. Fait que là, le consommateur, il veut avoir son code rouge, sauf que ce qui est le plus beau dans cette histoire-là, c'est que le magasin peut pas vendre d'autres choses. Tu comprends? Il y a juste nous autres qui fait le code rouge. Fait que, ce qui arrive là, c'est ainsi, c'est que les gars vont donner leur nom au magasin, puis les magasins, tu sais, ils les vendent au fur et à mesure. Fait que découragez-vous pas si vous voyez pas de code rouge dans les tablettes, mais demandez à votre magasin ça va être quand sa prochaine livraison. Parce que comme c'est là, ils vendent au fur et à mesure qu'ils le reçoivent dans le magasin, là. Oui, absolument. Puis en bref, Véronique, la meilleure façon d'utiliser code rouge, c'est quoi? Ben celui-là, je vous dirais que vous allez être plus capable de le vaporiser que celui-là d'Orignal. Celui-là d'Orignal, il est beaucoup trop... c'est une urine qui a beaucoup trop de dépôt. C'est une urine qui est beaucoup trop crémeuse, vraiment, pour être vaporisée. Tandis que le code rouge chevreuil, celui-là, vous allez vraiment peut-être pouvoir le vaporiser. Vous allez probablement moins, comment on dirait ça en français, c'est moins jamais, mais c'est pas ça le mot, là. Non, ça est moins, ça se vaporise mieux. Oui, ça est est moins dense, si on veut. Comme tu disais, il y a moins de dépôt dedans, donc ça bloque pas. Oui, c'est ça. Ça va bloquer beaucoup moins que celui-là de l'Orignal. Donc, si vous voulez la transvider dans une bouteille pour la vaporiser, vous pouvez toujours. Sauf que dites-vous que, dans le fond, le truc pour conserver l'urine, c'est vraiment sa canne. Fait que, tu sais, c'est sûr que ce bout-là est un petit peu plus compliqué. Mais au pire, ce que vous pouvez faire, peut-être, c'est de la vaporiser la mettre dans une petite bouteille pour, mettons, la journée. Puis, sauf que vous conservez le reste dans la bouteille, là, tu sais. Oui, c'est ça, de la remettre dans la canne, parce que, disons-le, c'est des cannes de métal et non, c'est pas du plastique transparent. Là. Non, c'est ça, c'est vraiment des cannes de métal, c'est des cannes de métal que nous autres, on s'est fait vraiment designer pour nous autres, tu sais, c'est pas une canne, il y en a qui disent c'est une canne de sirop, là, mais, tu sais, oui, ça ressemble à ça, mais c'est beaucoup plus que ça, là, tu sais, cette canne-là, nous autres, on l'a fait vraiment faire pour nous autres, pour les besoins de l'urine, puis, tu sais, si vous prenez une canne de toast, vous n'aurez pas le même résultat, là, ça, c'est certain, là. Non, c'est ça, puis, je vais vous dire, si vous en prenez une gorgée, vous allez vous apercevoir que c'est pas du sirop. Et tabarnouche, ouais, si vous en prenez une gorgée, vous êtes vraiment game parce que moi, je le ferais pas. Non, puis même à l'ouvrir dans le bureau, on s'est aperçu que, ouais, non, c'était peut-être pas une bonne idée. Puis c'était dans un bureau. Non, regarde. Même quand on fait des journées portes ouvertes, nous autres, les magasins nous le disent, hein, viens pas nous rouvrir ça ici, tabarouette, parce qu'on t'assomme avec ça, là. Je comprends. C'est vraiment une odeur qui est persistante puis qui s'incruste, là, qui colle, là, tu sais. Absolument. Écoute, Véronique, en quelques secondes, pour te rejoindre, pour avoir plus d'informations sur les produits Buck Hunter ou des questions chasse,
on le fait de quelle façon? Oui, ben vous pouvez toujours venir nous rejoindre sur notre page Facebook Buck Hunter. Là-dessus, on est très réactif aux messages. Vous allez voir beaucoup de photos, beaucoup de vidéos passer, des explications. Ou vous pouvez aller sur notre site internet qui est www.buck-hunter.ca. Là-dessus, vous allez avoir un onglet pour trouver tous les magasins qui distribuent nos produits, notre équipe de pro-staff, collaborateurs et le catalogue en PDF. Oui, on était avec Mme Véronique Lévesque de la maison Buck Hunter. Merci beaucoup, Véronique. Bien, merci à toi, Guy. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Vous souhaitez le succès lors de votre prochaine excursion de chasse? Monsieur Bouffe innove. Cet automne, procurez-vous les leurres olfactifs et gustatifs Tire-Bock. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda au 819-797-2564. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Pour personnaliser les vêtements de votre entreprise ou vos vêtements, un seul endroit, Mignot Transfert. 63 Perrault-Est à Rouyn-Noranda au 819-797-3232 ou www.mignot-transfert.ca. Chez Mignot Transfert, votre image nous tient à cœur. À votre entrevue Simplement plein air aujourd'hui, pas besoin de vous dire que c'est toujours un plaisir que de converser avec ce gars-là. Écoutez, à la tête d'une des plus anciennes fédérations qui représente l'ensemble des chasseurs et des pêcheurs au Québec, je parle de monsieur Alain Cossette, directeur général de la FDCP. Bonjour Alain. Bonjour Yves. Alain, la dernière fois qu'on s'était parlé, je pense que tu m'avais fait saliver, mais aujourd'hui, quand on s'est approché pour rejaser d'une application, tu dis on pourrait en parler d'une autre. Bon, là, je vais arrêter d'étriver les gens, là. On avait parlé de Zone Chasse, qui est une nouvelle application, et puis toi, par ricochet, tu m'as parlé du blog, le vlog de la FDCP. Si tu nous en parlais tous les deux, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des oreilles qui vont vraiment s'ouvrir. Bien, si on peut commencer par Zone Chasse, et puis on terminera avec le blog. Si on parle de Zone Chasse, bien, comme on le mentionne, là, ça, c'est le partenaire idéal de la chasse. Ça, comme compagnon de chasse, là, vous devez de posséder ça, et c'est gratuit. Et puis, depuis l'an dernier, on l'a rendu aussi disponible sur Android. Avant, la première phase qu'on avait faite, c'était avec Apple, avec les iPhones. Mm-hmm. Et là, on a maintenant, aujourd'hui, sur tous les appareils, les gens peuvent accéder à cela. Puis, à l'intérieur de Zone Chasse, vous voulez trouver la réglementation, c'est très facile de trouver la réglementation. C'est pas compliqué, c'est simple. On a essayé de simplifier ça pour les gens, pour les utilisateurs, parce que des fois, on s'y retrouve pas aussi sur le site du ministère. Sur le site du ministère, c'est vraiment plus complet, mais si vous allez fouiller par Zone Chasse, ça vous donne une bonne idée. Juste par la géolocalisation, ce que vous êtes, c'est capable de vous dire dans telle zone, présentement, la réglementation est telle, en fonction soit des engins de chasse ou des espèces. Et puis en plus, si vous savez pas où est la station d'enregistrement, moi je suis arrivé à une station d'enregistrement, elle était fermée, fait que j'ai utilisé mon appareil, puis j'ai essayé de trouver sur mon trajet où est-ce qu'il y avait d'autres zones d'enregistrement pour enregistrer mes grands gibiers. Et c'est comme ça que j'ai pu, en cours de route, m'en aller puis trouver une station d'enregistrement qui était ouverte. Je l'avais pas regardé avant pour savoir que j'étais pas dans les bonnes heures. Maintenant, je le regarde avant de me rendre chez les personnes qui font l'enregistrement, les entreprises. Puis même pour trouver les permis, les vendeurs, les dépositaires, vous pouvez trouver ça. Vous avez des recettes, on parle de la biologie de chacune des espèces. C'est vraiment tout un engin qui regroupe une panoplie de facettes d'informations multiples. Autrement dit, c'est un outil qu'on peut qualifier sans se tromper de multifonctionnel qui tient dans une main puis qui aurait dû exister depuis des années là. Chapeau de ce que vous avez fait. C'est un incontournable. Ben oui. On l'a débuté ça il y a quelques années. On est rendu au-delà de 40 000 personnes qui vont dessus. Et puis on a une nouvelle version qui s'en vient prochainement. Fait que les gens qui vont avoir ça vont se rendre compte qu'on a développé encore plus. La technologie évolue tellement qu'il faut suivre ça aussi. Donc, autrement dit, quand on dit de se mettre à la page, même la FDCP le fait, puis d'une belle façon, là, c'est certainement pas votre dernier bon coup qui s'en vient, là, j'ai l'impression. Non, puis je peux vous dire sans prétention que notre organisation est très avant-gardiste au niveau des technologies et même que du côté International Hunter Education Association ou d'autres groupes tels que Cabela's nous ont dit qu'on était en avance de ce qui se faisait un peu partout. Mais nul n'est prophète en son pays. Les gens ne réalisent pas tous les services qui peuvent être offerts par notre organisation. Puis c'est facile de trouver un peu l'information pour s'y rendre. Vous y allez par la fedecp.com. L'information est là.
Puis si on va avoir le temps de parler de notre blog, ben, au niveau du blog, on a parti ça l'an dernier. Et puis, c'est un peu sous la forme de marketing de contenu pour donner de l'information aux gens, pour se faire mieux connaître des gens. OK. Pour ça que c'est important d'adhérer à notre newsletter ou à notre Facebook ou notre Twitter. Et puis, notre blog, lui, qu'est-ce qui est bon? Il y a cinq aspects. Puis, ça amène une belle diversité. Il y en a une que c'est des recettes du terroir. Ça, c'est des chefs de différents endroits qui nous donnent des recettes qui peuvent être faites par monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Et puis, ces recettes-là sont très appréciées des gens. Les gens attendent. Puis on les met régulièrement à tous les mois. Des projets de succès. On a des associations qui s'investissent ou d'autres organisations qui sont membres partenaires chez nous. Et ces gens-là font des beaux projets en région. Puis on les met en valeur. C'est un bel endroit pour pouvoir faire ça. Et c'est ce qu'on fait. On a les histoires de chasse et de pêche. On a différents individus. Ça peut être des jeunes, des femmes, des ethnies, différents groupes qui viennent susciter un peu, amener cette passion-là qui caractérise les utilisateurs que l'on est. On a des portraits phoniques. On s'amuse avec des petites bandes dessinées à expliquer différents portraits phoniques, aussi simples que le castor ou une autre espèce telle que le bar rayé. Puis on a aussi des gens qui sont plus professionnels, qui donnent des trucs et astuces, et puis qui peuvent servir à tout le monde. Fait que c'est un site qui est à surveiller, à aller voir régulièrement, puis qu'on remet toujours à jour avec des nouveautés. Et les gens peuvent vous poser des questions sur le blog et j'imagine que vous leur répondez dans un délai qui est très acceptable. Bon, habituellement, comme organisation, on est très rapide à répondre. On est même reconnu comme étant pour répondre aux gens, de ne pas se défiler et de répondre aux questionnements. C'est sûr, comme on mentionne, souvent on produit plein de choses, on a plein de dossiers, plein de documents, mais quand il y a des prises de décision, c'est sûr qu'il y a toujours un peu de mécontent, mais ça nous gêne pas. Puis on l'explique aux gens pourquoi telle décision a été prise dans tel cas. Ben, j'ai l'impression, Alain, que la façon dont tu nous démystifies la FDCP, je pense qu'il y a aussi nécessairement un gros travail à faire, mais de la part des associations membres, hein, parce que là, on a le point de vue qui est officiel et pour te connaître depuis quand même quelques années, je sais que c'est ça, mais j'ai l'impression que les différentes associations, les différents clubs auraient peut-être intérêt des fois à dire non, regarde, en réalité, c'est ça que la FED fait pour nous autres et pour vous autres. On est rendu de plus en plus proche de nos associations. On les supporte beaucoup pour les aider à monter des mémoires, à monter des demandes financières, une association. Puis quand ils font des demandes avec notre fondation Héritage Fonds, des demandes pour faire de la relève ou des projets d'aménagement, on leur facilite ça, puis on n'est pas bureaucratique, parce qu'on comprend très bien que le monde le font comme des bénévoles. Et puis ça leur tente pas d'écrire pour ceux qui savent très bien écrire. Puis il y en a d'autres qui savent moins bien écrire, mais ça nous dérange pas, ça, nous autres. Nous autres, on est là pour les supporter, pour avoir des résultats. Fait que c'est pour ça qu'on est là à leur service. Parce que pour avoir baigné là-dedans quand même pendant quelques années, moi, ce que je peux dire, l'expérience que j'ai vécue, c'est que oui, on a toujours un support de la part de notre FDCP. On va pouvoir parler dans une prochaine entrevue, Alain, entre autres choses, des différents partenaires de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Alors, si je te demandais de me résumer ça dans 40 secondes. Les partenaires de la Fédération? Les partenaires de la Fédération. Les partenaires principaux, qui sont les membres de la Table nationale Fonds, qui s'est reconnu par la loi, c'est-à-dire la Fédération québécoise du saumon de l'Atlantique, la Fédération des pauvoreries du Québec, la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec, ZEC Québec, et nous autres, qu'on compose des organisations sans but lucratif. Et ces organisations-là sont vraiment là pour représenter des clientèles, puis des clientèles spécifiques pour certains. Puis nous autres, on représente l'ensemble des utilisateurs et des sites où ce que les gens peuvent aller pratiquer leurs activités. Alain Cossette, aussi. Oui, c'est ça que c'est important, mais c'est pas grave. On en reparlera un autre fois. On va en reparler dans une prochaine. Exactement. Donc, Alain Cossette, DG de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, un gros merci d'avoir été là. De votre côté, ne bougez surtout pas parce que Guy Martin vous revient tout de suite après ceci. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Cet automne, question d'être bien équipé et de ne rien manquer pour la prochaine saison de Petit Gibier, le Gros Gibier ou la Sauvagine? Un seul endroit, ProNature Rouyn-Noranda. 59 avenue principale Rouyn-Noranda au 819-797-2300. Cette portion de l'émission vous est présentée par...
le pub Noranda. Venez essayer notre fameux hamburger l'Abitibien avec sa confiture de bacon maison, nos nombreuses créations de slush alcoolisé et notre terrasse ensoleillée de 11h jusqu'au coucher du soleil. 819-797-6000. Et nous voici de retour en studio, cette fois avec notre ami de Québec Ice Team, M. Félix Goulet. Salut Félix. Salut Guy. Ah, écoute, sujet qui s'en vient très très d'appoint, là, les têtes de dandinette. Tu veux nous démystifier un peu, c'est quoi les têtes de dandinette? Oui, exactement. On retrouve, comme pour la pêche en eau libre, une panoplie de têtes de dandinette. Il y en a qui se cassent pas la tête, ils vont vraiment utiliser les têtes de dandinette qui utilisent la fameuse tête ronde, qui utilisent tout l'été, ils vont utiliser la même hiver. Ça fonctionne très bien. Ce qui est plaisant, ce qui est le fun avec la pêche sur glace, c'est que on a une panoplie de têtes qui ont été vraiment dessinées par des pêcheurs professionnels pour pêcher des espèces en particulier, puis vraiment pour pêcher sur la glace. C'est vrai hein, qu'on fait ça, même moi je suis coupable de faire ça. La tête de jig ronde, d'avoir un quart d'once, un demi-once, un once, ça va, on pêche. Puis, exactement, on installe un mené là-dessus, on descend ça en bas, puis on se casse pas la tête. Souvent, les têtes de dandinette vont être vraiment dessinées parce qu'aux États-Unis, hein, on s'entend, là, c'est pas mal là que ça se passe. Les compagnies comme Clam, la compagnie Clam Outdoor, il y a plusieurs pêcheurs professionnels qui vont dessiner, qui vont inventer des têtes de dandinette. Donc, souvent, c'est des têtes de dandinette qui vont être adaptées à la pêche à la marigane. La marigane, c'est le crappie, le fameux crappie. Il y en a deux espèces, le crapet blanc, le crapet noir. La marigane blanche, la marigane noire. Donc, souvent, ces têtes-là vont être destinées pour ces espèces-là. Sauf que ces têtes-là, on peut les utiliser pour notre application ici, pour pêcher le doré, la perche chaude, n'importe quelle espèce de poisson. Ah, OK. Puis, ils ont-ils une particularité quelconque? Ou? Il y a toutes sortes de formes. Ah, OK. À un moment donné, on a de la difficulté à se retrouver là-dedans, tellement il y en a plein de formes. Tu vois? Souvent, on s'entend, une tête de dandinette va nous permettre de descendre au fond et de dandiner directement au-dessus du fond. Hein. On est confiné dans un trou de 8 pouces, veut pas. Ça. Fait que même si on arrête, fait qu'une tête de dandinette, ça va rester une tête de dandinette. Sauf que aujourd'hui, on va pouvoir en acheter, exemple, avec du tungstène. Le tungstène, c'est moins nuisible. Oui, c'est ça, c'est moins polluant. Le tungstène va être beaucoup plus lourd versus la grosseur. Donc, pour avoir une tête, exemple, de 1/8 d'once, ben, notre tête va être plus petite en diamètre parce que le tungstène est plus lourd que le plomb. Donc, on va être capable de présenter, exemple, des petits asticots qu'on voit souvent les pêcheurs utiliser pour prendre de la marigane ou de la perche chaude. Ben, on va prendre une plus petite tête qui va avoir une plus petite hameçon justement pour présenter les asticots. Souvent, les gens vont acheter leur tête de dandinette avec un hameçon d'une certaine grosseur pour prendre exemple du doré, pour prendre exemple du brochet. La grosseur de l'hameçon sur notre tête de dandinette n'a pas un rapport avec la grosseur du poisson qu'on veut prendre, mais bien avec la grosseur de l'appât qu'on veut placer dessous. Exactement. C'est pour ça que souvent les têtes, l'hiver, sur la glace, sont beaucoup plus petites. Les poissons sont des animaux à sang froid, animaux à sang froid. Donc, l'hiver vont avoir beaucoup moins d'appétit. Donc, souvent, la recette du succès sur la glace, c'est de rapetisser nos présentations, rapetisser notre appât. Ça va nous permettre d'avoir des meilleurs résultats. Donc, on va prendre des plus petites têtes. C'est plus réaliste, hein? C'est plus réalistique, disons-le aussi. Oui, exactement. Ensuite de ça, ben, il y a moyen d'acheter des têtes aplaties, des têtes un petit peu en forme de bec de canard. Il y en a, comme je le disais tantôt, des têtes de dandinette en forme de sangsue un petit peu aplaties. Ces têtes-là vont nous donner comme avantage d'avoir un petit peu plus de latitude autour du trou. En les laissant redescendre librement, la tête va avoir une petite tendance à s'éloigner un petit peu du trou. Elle va planer. Elle va nager. Donc, on va avoir un petit peu plus de mouvement en dessous de la glace, ce qui peut être très, très intéressant. Le secret, c'est d'expérimenter. Une journée, une tête ronde qui bouge pratiquement pas va nous permettre de prendre nos poissons. Le lendemain, cette tête-là ne fonctionnera pas du tout. Il va falloir prendre une tête justement avec un petit peu plus de mouvement pour plaire aux poissons. C'est souvent
eux qui nous donnent les indices de qu'est-ce qu'ils veulent avoir cette journée-là. Oui, puis malheureusement, on voit beaucoup de pêcheurs qui sont frustrés parce que ils vont arriver une journée, comme tu le dis, avec une tête de jig ou avec un appât qui va fonctionner. Le lendemain, ils vont demeurer avec le même, ça fonctionnera plus, mais ils vont persister à garder le même. C'est là qu'ils devraient pas. On expérimente, on regarde autour de nous un peu, c'est là qu'on a un succès. Exactement. C'est la différence. Puis c'est souvent là, les pêcheurs qui vont devenir encore meilleurs, c'est vraiment à expérimenter. Exact. Si on s'en tient toujours à la même présentation, au même leurre, puis une certaine journée, ça fonctionne pas, si on va pas un petit peu plus loin dans notre expérimentation, on n'apprendra pas. Mais la journée qu'on va aller un petit peu plus loin, si on s'entend, on n'a pas besoin de 200 têtes de dandinette là, pour pêcher sur la glace. Exactement. On reste pas accroché si souvent que ça, on s'entend. Donc, ça en prend quelques modèles, quelques exemplaires de chaque modèle, quelques couleurs différentes, puis on est en business. On place des asticots, on peut placer un bout de verre, on peut placer un mené, placer n'importe quel appât dessus, puis ça va fonctionner très bien. C'est ça, puis les adapter à ça aussi, hein, parce que si on arrive avec un 16e d'once, puis on met un mené de 3 onces, ça fonctionne pas trop fort. Ça fonctionne pas, puis comme je disais tantôt, l'hameçon de notre tête 1,16 sera vraiment pas assez grosse. Fait pour ça. Exactement, à ce moment-là, il faudrait rajouter un hameçon remorque, ce qui fait comme pas de sens. Non, à partir de là, et puis c'est trop, c'est ça ferait... C'est débalancé. Dans le fond, notre montage est débalancé. Ouais, absolument. Ouais. Puis écoute, il y a tellement, comme tu le dis, là, toi, tu nous conseilles environ combien de leurres, combien de têtes de dandinette, là, pour qu'on fasse un bel hiver pour expérimenter un peu? Tu sais, je vous dirais, là, on peut s'acheter un petit coffret de pêche, là. Un petit coffret genre de, je sais pas, moi, 8 pouces de long par 4-5 pouces de large. On l'emplit. Dans le fond, je vous dirais avoir, je sais pas moi, 25, 30, 35 modèles de têtes différentes, de couleurs différentes, de poids différents, de formes différentes. Oui, c'est important. Ouais. Puis on est en business. C'est ça qui est le fun sur la glace. On n'est pas obligé d'avoir autant de gréement. D'agréments, exactement. Ouais. Puis souvent, lorsqu'on va pêcher avec nos petites cannes à dandiner, c'est avec ça qu'on va pêcher. C'est ça qu'on pêche, une tête de absolument. Ça, je m'en allais dire. Puis en plus, c'est que c'est pas ça qui coûte le plus cher. Exactement. Exactement. C'est vraiment abordable. Ouais. Parce que quand on parle d'un bel assortiment, écoutez, on se dépochera pas, là. C'est ça. C'est sûr qu'il y a moyen, puis que ce soit n'importe quel équipement, lorsque on va acheter des têtes de dandinette, il y a moyen d'acheter des têtes de meilleure qualité. Souvent, c'est pas vraiment la tête en tant que telle, c'est vraiment l'hameçon. Hein? On s'assure que l'hameçon soit rigide, l'hameçon soit très piquante. Oui, la tête, ça a une certaine importance. Les couleurs, il y a des têtes qui vont être plus dispendieuses parce que la peinture sur la tête va être de meilleure qualité. C'est ça, être plus résistant. Exactement, parce qu'il y en a des têtes, on se le cachera pas, on va acheter ça dans les magasins à grande surface. L'hiver, le gros problème, dans nos petits coffres, ils se font brasser dans les traîneaux puis tout ça. À la fin de l'hiver, nos têtes, ils ont toutes la même couleur. Ils sont toutes plomb. Toutes couleur plomb. C'est un fait. Il n'y en a pas. Fait qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin d'un gros assortiment, donc on peut y aller un petit peu plus élevé dans le prix pour acheter des têtes avec justement des bons hameçons. C'est ça. Puis une bonne peinture dessus, comme ça, on va être sûr et certain d'avoir nos têtes pour plusieurs saisons. Et puis en terminant, Félix, si on veut te rejoindre, on le fait de quelle façon? Les gens ont seulement qu'à consulter mon site internet, le guide de pêche félixgoulet.com. Toutes mes informations sont là. Numéro de téléphone, adresse courriel, ma page Facebook est là. Donc les gens vont pouvoir me contacter. Puis, j'invite les gens à suivre aussi notre page Facebook de Québec Ice Team. Donc, les gens vont retrouver un paquet d'informations sur toutes sortes de techniques, toutes sortes d'espèces, toutes sortes d'équipements. Donc, la page Québec Ice Team, c'est vraiment une bible pour les pêcheurs sur la glace. Absolument. C'était là la bonne chronique avec notre ami Félix Goulet de Québec Ice Team. Manquez pas la semaine prochaine. Quelle leurre de plastique souple choisir pour pêcher sur la glace? Voilà, c'est là-dessus qu'on se laisse pour cette semaine. Comme le dit si bien le vieil adage, vous avez aimé cette édition de Simplement Plein Air? Eh bien, dites-le à d'autres, qu'ils le disent à d'autres et qu'ils le disent à d'autres.
Rappelez-vous qu'il est toujours possible de venir nous rejoindre sur notre site www.simplementpleinair-simplyoutdoors.ca ou consulter notre page Facebook @simplementpleinair. Bonne semaine et à la semaine prochaine! Simplement plein air.